Une malformation, un accident brutal, une maladie soudaine ou un événement spécifique. La vie nous impose parfois des combats que nous n'avons pas choisis. Je m'appelle Méline Coulon, bienvenue dans Vaincre et Sourire. Je pars à la rencontre de ceux qui ont traversé l'épreuve. Ils nous livrent leur histoire, leur victoire et surtout une formidable leçon de résilience. Comme ce podcast aborde des récits de vie intenses et sans filtre, si tu as une sensibilité particulière, je t'invite vivement à consulter la description pour connaître les thèmes précis avant l'écoute. Et rappelle-toi, après une nuit sombre, le soleil finit toujours par se lever. Ce jour-là, c'était un week-end programmé où il y avait des amis qui venaient à la maison. Et on avait prévu 2 activités. J'avais des enfants en bas âge, ils avaient 4 ans et demi et 18 mois. Et on avait prévu de faire un parcours d'acrobranche et d'aller faire une sortie piscine. Et donc, normalement, c'était l'ordre le samedi, aller à l'acrobranche et puis le dimanche piscine. Et en fait, le samedi matin, il y a eu une averse et on s'est dit, l'acrobranche avec la pluie, ça va être un petit peu problématique surtout avec les enfants en bas âge vu qu'on voulait pas prendre de risques. Et on s'est dit aujourd'hui on fait piscine et puis demain on fait acrobranche. Et on allait donc c'était une piscine municipale et donc forcément qui dit piscine municipale dit port du bonnet obligatoire. Et on a passé, c'est une piscine qui est assez grande avec des toboggans, donc c'est clair qu'avec les enfants c'est assez chouette. Et j'ai passé pratiquement mon après-midi avec mon fils Esteban qui avait 18 mois dans les bras et puis voilà pour s'amuser tranquillement. Et puis sur la fin de journée, il est à peu près 18h, il y a ma fille Luna qui a 4 ans et demi qui me dit viens papa, on va dans le grand bassin. Et je lui dis vas-y, oui, il y a pas de souci. Et puis en fait, j'étais en train de monter l'échelle pour aller au toboggan, je redescends avec Esteban et je donne Esteban à sa maman et je plonge juste à côté. Et là, plus rien. Fin du game. Ça va hyper vite. Le souci, ce qui me sauve en fait, c'est que je perds pas connaissance. Okay. Et j'étais parti pour partir pour nager sous l'eau, tu vois. Donc je gonfle les poumons à ce moment-là et au moment où ma tête tape le fond de la piscine, je me rends compte que il y a un problème parce que j'arrive plus il y a plus que ma tête qui bouge quoi. Et t'as pas mal. Je me prends une décharge électrique, mais tu sais, quand t'es footballeur, tu en prends des coups comme ça au niveau des cervicales. Okay. Tu prends pas mal de pètes et c'est vrai que au niveau des cervicales, j'en avais déjà pris pas mal. Sauf que là, tu te prends une décharge qui te traverse tout le corps, quoi. Et je panique pas et je reste en apnée, en fait, au fond de la piscine. Et ma tête, quand elle tape le fond de la piscine, elle s'est ouverte, en fait, juste au milieu du front. Le problème qu'il y a, c'est que j'ai un bonnet de bain. Et que le temps que le sang passe à travers, ça prend un peu de temps. Mais encore une fois, je panique pas. Et puis, une fois que le sang est passé dans la piscine, là, ils se sont rendus compte qu'il y avait un souci, quoi. Ouais. Et donc une personne est venue me rechercher et au moment en fait où je sors la tête de l'eau, je fais et je regonfle mes poumons et c'est ce qui me sauve. J'ai pas eu de trachéotomie en fait comme tous les tétraplégiques peuvent en avoir. C'est quasi instantané. Il faut une assistance respiratoire. Ouais, les poumons ne fonctionnent plus. En plus, l'impact en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où ma tête tape le fond de la piscine. Imagine-toi, c'est comme un accordéon en fait, et mon corps fait il se recroqueville comme ça, et l'impact qu'il y a entre les vertèbres cervicales C3 et C4, okay. Le disque intervertébral en fait, comme ça, il est éjecté dans la moelle épinière et ça coupe le circuit en fait. C'est ça. Okay. Ouais. Et C3, C4, c'est juste au-dessus, c'est le coup du lapin en fait. Il n'y a plus rien. Oui, donc ouais. Là, c'est vraiment la tétraplégie hyper haute, et normalement, tout ce qui est en dessous de C3, C4. Il y a plus rien, il y avait plus aucun espoir quoi. Et sur le coup, il y a de la panique dans la piscine, il y a énormément de sang dans l'eau, donc t'as tout le monde qui se focalise en fait sur le sang et directement hop, il me sort de la piscine alors que les maîtres nageurs qui auraient dû intervenir auraient dû dire stop, on n'y touche pas. En plus le maître nageur déclare par la suite qu'il voit
que si je redresse pas ma course au moment où je plonge, ma tête va taper le fond. Donc déjà, tu vois, il aurait dû rester focus sur moi. Sur toi, ouais. Et quand il voit que je me relève pas, enfin que je remonte pas à la surface, Qu'il y a un problème, quoi. bien évidemment, en plus tu vois le sang. Et là, en fait, il dit, on a paniqué. Et la planche normalement sur laquelle je devais être, la coque, tu sais, sur laquelle je devais être transporté après, il la sorte même pas. Il laisse les gens dans la piscine me tirer par les bras. Je ressens encore tout qui craque au moment où ils me sortent de l'eau. Derrière, c'est la panique totale. Ils mettent le collet cervical à l'envers. Enfin, c'était Oui, ils n'étaient pas préparés, quoi. C'était destination finale. Franchement, ils voulaient vraiment que la vie, elle s'arrête là. Ils n'étaient pas préparés à ce qui pouvait arriver en cas d'accident, quoi, en fait. Ben ouais, tu sais, il y en a pas non plus énormément, hein, même si 80% des tétraplégies aujourd'hui, c'est des plongeons en piscine ou en mer. Hein. D'accord. C'est pas les accidents de voiture. Ouais. Là, tous les ans, là, sur la période estivale, juillet-août, ben, les gamins qui sautent, les plongeoires. Et là, au moment où ils me sortent de la piscine, ben forcément, t'as les pompiers qui arrivent et tu sens ton corps en fait qui se transforme, qui commence à se raidir. Et t'as une hypersensibilité au niveau de la peau, tu vois, ils mettent la couverture de survie, qui est argentée, là. Ouais. Et insupportable, même si c'est hyper léger, je peux rien supporter en fait, on peut pas me toucher, je leur dis arrêtez de me toucher, c'est insupportable. Et donc c'est pas que tu sens plus rien, c'est à l'inverse que ça se transforme en hypersensibilité partout sur ton corps. En fait, c'est ça. Bah, en fait, tu peux plus bouger, mais t'as la douleur partout, quoi. Ok. Et ça, c'est lié à quoi? C'est l'atteinte à la moelle épinière. C'est les nerfs, en fait. Si tu veux, la moelle épinière, t'as une gaine avec plein de fils, c'est comme une gaine électrique, un fourreau, avec plein de fils électriques. Et moi, au moment où le disque est éjecté dans la moelle épinière, ça vient tout écraser. Et la partie écrasée, en fait, c'est ce qui ne me permet plus aujourd'hui d'être comme toi, en fait. Ok. Ok, oui, donc en fait, c'est tous tes nerfs qui réagissaient en même temps, quoi. En fait. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc là, c'est la douleur. C'est surprenant parce que moi, toi, toute ma vie, ça a été mon outil de travail, mon corps, et je le connaissais par cœur et je connaissais toutes les douleurs. J'en avais eu beaucoup. J'avais déjà fait un coma sur le terrain. Oui, parce que t'étais footballeur pro. Ouais, j'étais footballeur professionnel avant et forcément, t'as des impacts au haut niveau qui sont très très durs. Et heureusement d'ailleurs que j'avais cette musculature-là au niveau des trapèzes, parce que je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de casse. Ok, l'importance du sport, quoi. Ouais. Et ta capacité à rester en apnée dans la piscine aussi. Aussi, et de ne pas paniquer. Ouais. Parce que là, c'est clair que tu restes une minute sous l'eau, si tu bois la tasse, c'est cuit, fini, quoi. Ouais. Ok. Du coup, là, les pompiers te prennent en charge. Ouais. Déjà, là, tu sais, t'as des souvenirs de ce moment-là où on te les a racontés? Non, je les ai tous. Ok. J'ai pas perdu connaissance du début à la fin. Moi, je me souviens. Après, il y a ma sœur qui était infirmière libérale qui est sur place, qui vient directement. Elle se rend compte et elle a le souvenir. Elle a le souvenir de pouvoir me rigidifier, en fait. Là, c'est impressionnant. Le traumatisme aussi. Ouais, clairement. Et donc, je suis évacué prêt à Girophare, forcément. Allez hop, on va à Charleville, donc c'est l'hôpital le plus proche, sauf que il n'y a pas de service neuro. D'accord. Que sur les premiers examens, ils suspectent la tétraplégie et je suis emmené d'urgence à Reims. Donc il y a 1 heure de route. Et arrivé là-bas, je passe une IRM dans la nuit. À 4 heures du matin, le chir appelle ma sœur et voilà. Et il lui annonce tétraplégie complète. Bah. Ok, c'est quoi la réaction de ta sœur à ce moment-là? Bah, c'est hyper compliqué parce que après, on a toujours été hyper proches et elle sait ce que c'est. Oui, et c'est celle qui doit l'annoncer à ma femme à l'époque, à mes parents, à mes enfants. Et puis par le métier, elle sait ce que ça implique aussi derrière. Ouais. Mais après, voilà, tout le monde me connaît. Au moment où on me diagnostique ça, je me fais opérer dans la foulée. Donc c'est une arthrodèse, donc il t'ouvre ici et il passe à l'intérieur et te retire le disque intervertébral en fait qui est logé dans la moelle épinière et ils mettent une cale de 7 mm entre les vertèbres C3 et C4 et après ils mettent une cage qui soude comme ça pour remplacer le fameux disque. Voilà, sauf qu'après t'as moins de mobilité quoi, tu vois, c'est ouais. Vraiment. Et
Avant cette opération, le chirurgien me dit, Monsieur Culianez, votre moelle épinière a été gravement endommagée. Et en plus, il a des mots mais hyper lourds, quoi, parce qu'il me dit le sportif que vous étiez hier, enfin voilà, vous pouvez l'oublier, c'est vraiment très très grave ce qui vous arrive. Et je dis ok, pas de souci. Par contre, je vais voir mes parents, je veux les rassurer. Et mes parents arrivent 1 heure après, et je leur dis vous inquiétez pas, si s'il y a une personne qui est capable de surmonter ça, c'est moi. Et mes parents, toi, ils sont plus dans le sens putain, il se rend pas compte de ce qu'il a, quoi. Ouais. Et C'est toi, chaud. à ce moment-là, t'étais aussi un peu dans le déni de cette idée de je vais y arriver, ou c'est profondément Non, tu c'est mon disais, mental, en fait. ouais, C'est mon mental qui est comme ça. On m'a toujours promis l'échec. Quand je suis parti à 14 ans, on m'a dit tu pars pas à Sochaux, t'es un gamin, tu vas te faire bisuter, tu vas être avec des blagues, tu vas voir, ça va être des Golgoth et tout. T'auras pas tes parents. Puis nous, à l'époque, il n'y avait pas de portable, hein. ouais. Donc, T'y allais pour le football là-bas? Ouais, je suis Ok. parti à 14 ans. J'ai signé mon premier contrat à 14 ans. Ok. Et j'étais tout chétif, toi, je faisais 1m63 quand je suis parti, j'avais à peine 15 ans. Et les gars, bah, ils faisaient tous 1m80, ils avaient des musculatures, c'était des papas, hein. Ouais. Et donc, toi, les petits moucherons comme nous qui arrivons, ils essaient de te mettre un petit revers de la main pour te dire petit, t'as pas ta place ici, quoi. Ouais. Et après, tu peux rien dire parce que, en plus, moi, le souci, c'est que j'étais très bon élève à l'école. Ma mère était directrice d'école maternelle et primaire, donc pour nous, la scolarité, c'était hyper important. Ouais. Et mais à côté de ça, je gagne tous les concours de footballeurs, de meilleur joueur à 12 ou 13 ans du département, le concours de jonglage, enfin, je gagne tout. Et c'est à 12 ans, je crois, où je gagne le concours de jonglage et je vais représenter la Champagne-Ardenne à Paris. Et lors de cette finale nationale-là, on fait un match et il y a tous les recruteurs qui sont là et donc il y a le PSG, Monaco et Sochaux qui me repèrent. Et je pars faire des essais là-bas. Les 3 essais sont concluants. Moi, j'étais pas un fan de Paris, donc je mets Paris de côté. Monaco, ils me prenaient à 17 ans parce qu'ils avaient pas de jeunes en dessous. D'accord. Ils faisaient pas la formation. Mais Sochaux, c'était l'un des meilleurs centres de formation avec Auxerre et Nantes à l'époque. Et là-bas, cadre familial génial et tout. Et donc, je signe là-bas. Mais à 14 ans, je suis à 450 km de chez mes parents. Ouais. Donc, oui. Ça n'a pas dû être facile si non plus pour tes parents de te laisser partir comme ça, loin d'eux. Ah non, mais clairement, et c'est là où je les remercie aujourd'hui, c'est que ils connaissaient la difficulté de finir footballeur professionnel. Ils connaissaient mon aptitude. Enfin, j'étais un peu trop gentil à l'époque. J'étais pas dans le mood. Je vais me battre. Je vais être un guerrier. Moi, c'était la vie bisounours, tu vois, à l'époque. Ouais. Donc, oui, t'avais 14 ans aussi, donc. Ouais. Ouais. Après, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes de 14 ans sont. Oui. Bon, c'est pas du tout les. C'est pas la même génération. Ouais, pas du tout. Ouais. Et arrivé là-bas, ben toi, je veux leur dire merci de m'avoir fait confiance, de croire en moi. Tous les week-ends, ils venaient, ils faisaient 900 km tous les week-ends. Ouais. Ils te montraient en fait déjà à cette époque-là que tu étais capable et qui t'accompagnaient. Ouais, non, voilà, que j'étais pas tout seul, ouais, exactement. Et moi, par contre, je connais le bisutage, je connais des moments très compliqués. Tu vois, la première année, mais je dis quoi? Et puis à l'époque, t'envoies pas un snap, hein. Oui. C'était t'envoies une lettre, quoi. Oui. Je vous informe que je suis en danger. Et puis finalement, tu deviens un homme malgré toi, parce que au départ, tu réponds pas, parce que c'est les aînés, et puis on te fait comprendre, petit, tu me dois le respect, enfin. Ouais. Et puis un jour, voilà, tu t'en as un petit peu marre d'entendre ça, puis tu deviens un homme très tôt, malheureusement. Alors nous, on n'a pas connu le service militaire, mais je peux dire qu'à 14 ans, quand t'es livré à toi-même, que tu peux compter que sur toi-même, c'est compliqué. T'apprends à le devenir, quoi. Là, le mental joue énormément, et puis en plus, j'ai la chance et la malchance d'être dans une génération dorée où tous les mecs de mon âge, en fait, on signe tous pro. D'accord. Mais ils pouvaient pas tous nous faire signer dans le même club, si tu veux. Oui.
Et donc moi, je passe 5 ans là-bas à Sochaux. Et je rentre chez moi dans les Ardennes 5 ans plus tard à Sedan. Et c'est là où je vais signer pro, en fait. D'accord. Là où on m'avait dit, tu n'y arriveras pas. Donc tu vois. Ouais. Une deuxième fois, on te dit ça. Voilà. Et quand le chir me dit Monsieur Culiez, vous n'y arriverez pas, je sais que vous avez un mental hors norme par rapport aux patients lambda que je peux opérer. Mais moi, j'ai vu votre moelle épinière et il n'y aura rien à faire. Et il dit à mes parents, on va vous faire récupérer la pince entre le pouce et l'index. T'imagines à quoi j'étais réduit? Pour le fauteuil. Juste pour le fauteuil, pour attraper des choses, ouais, pour saisir. Ouais. Et lui, il dit à mes parents, il aura un fauteuil, comme dans Intouchable, en fait, avec commande au menton. Oui, donc quand t'entends ça, toi, tu te dis non. Ouais. Ça va pas être possible, quoi. Ouais, c'est clair. Bon voilà, j'ai refusé son diagnostic et puis j'ai commencé à me battre. Et puis j'ai vu qu'avec le tempérament que j'avais et puis ce dynamisme-là, qu'il y avait un résultat. Donc, parce que du coup, donc il t'opère, tu restes à l'hôpital pendant un certain temps, j'imagine. je reste presque un mois, 3 semaines. Ok. 3 semaines et en début septembre, j'arrive au centre de rééducation de Charleville. Ouais. D'accord. Et du coup, il n'y a pas eu d'amélioration après ton opération à l'hôpital dans ces 3 semaines-là? Non, t'étais... Ouais. Ok. Ouais. C'est après, du coup, que tu vas récupérer. Ouais, c'est après. Après, c'est surtout suite à une opération que j'ai eue où j'ai vraiment récupéré. Ok. Et pendant ces 3 semaines-là, est-ce que tu t'es dit, est-ce que je vais y arriver au final en voyant qu'il n'y avait pas d'amélioration? Ou est-ce que non, tu te disais de toute façon ça va marcher En je fait, reste focus, le chien a continué à m'énerver parce que un jour, tu vois, t'as rien à faire. Tu peux même pas regarder la télé parce que t'es allongé. Et donc t'es à peine redressé. Je voyais mes orteils parce que j'avais les pieds surélevés et je me concentrais sur mes pieds en fait. Et je me disais, vas-y, fais bouger tes orteils. Mais vraiment, t'as que ça à faire. Ouais. Mais un jour, j'arrive à bouger un orteil et donc j'appelle l'infirmière qui appelle le chir et le chir avec toute cette délicatesse qui dit Monsieur Culiez, c'est pas parce que vous bougez un orteil, mais en plus ça s'appelle un spasme. Si vous bougez un orteil, c'est pas comme ça. Enfin, ça veut pas dire que vous allez remarcher. Mais donc alors lui, il était pas du tout positif. Non, mais, t'as le chir qui en fait qui est jamais là pour te réconforter, Ouais. pour te dire ah il y a peut-être un espoir ou rien. Et je suis tombé sur une super kiné portugaise qui normalement qui devait passer un quart d'heure tous les jours et elle reste pendant 1 heure tous les jours à me mobiliser mais c'est pas pour autant que j'arrive à bouger quoi que ce soit. Ouais. Et cet été-là, c'était la canicule et forcément t'as la barbe qui pousse quand t'es moi à l'hôpital, à chaque fois de toute façon que j'ai une opération, t'as la barbe qui pousse et les cheveux qui poussent plus vite, je sais pas pourquoi. Okay. Moi je suis comme ça. Sauf que le problème qu'il y a, c'est que quand t'as la lumière et que t'as tous les moustiques au plafond, ouais. Et que t'as la lumière, gratter, quoi. T'as tout qui tombe sur toi. Et là, c'est infernal. Ah ouais. Et là, tu te dis, ah, t'es comme ça. Ça va bien se passer. Et tu vois t'as tous les petits moucherons, les petits moustiques et tout qui sont là, qui sont en train de te mettre ta misère. Et puis, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Donc là, les infirmières étaient présentes. Ouais, j'avais un bouton, tu sais, comme une souris, où en fait, je pouvais juste pousser avec le coude pour appeler. Et donc, tu appelles 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis tu sais, elles ont autre chose à faire que de tuer tous les moustiques. Donc t'apprends à vivre avec. Et tu vois, un peu comme je m'étais pété les croisés en 2004 et j'étais allé à Cap-Breton. Et là-bas, ils ont une chambre de cryothérapie. Okay. Donc c'est à moins 120 degrés. Et c'est en post-opératoire, si tu arrives à faire de la cryothérapie, en fait, au niveau inflammatoire, ça va t'aider. Ouais. Et moi, j'adorais déjà, je crois que c'était le point de départ, j'adorais dépasser les limites. Okay. En fait, normalement, tu commences par 30 secondes et tous les jours, tu fais 30 secondes supplémentaires. Et j'avais fini à 4 minutes 30, à moins 120 degrés. D'accord. Alors que la plupart restaient à 2 minutes, 2 minutes 30, tu vois. Ouais, donc t'avais déjà le mental qui te poussait toujours. Mais c'est ce que je me disais, ouais, alors le corps, t'es à 37 degrés, on va dire. Et mais si t'es dans le froid, même l'eau froide, tu vois,
combien de fois au foot on a eu les douches où il y avait un problème à la chaudière et il y avait que de l'eau froide. Donc après, tu avais deux solutions. Moi, des fois, j'avais 1 heure de route quand je jouais en Belgique, par exemple. Après l'entraînement, ça sentait le fennec dans la voiture si tu te lavais pas. Donc, soit tu prenais sur toi et le froid, finalement, bah oui, c'est pas quelque chose de confortable, c'est pas quelque chose que le corps apprécie. Mais bon, malgré tout, Oui. Et puis ça a un c'est vrai possible. impact positif. Ouais. Et puis après, il y a le hammam avec le sauna aussi où on en faisait régulièrement. Il y avait ces chocs thermiques aussi. À Sochaux, ils nous faisaient faire des bains à 44 degrés et après ils nous faisaient plonger en maillot de bain dans la neige. D'accord. Ouais. Ouais, il fallait vraiment les extrêmes et toujours repousser les limites un peu plus loin de ce que vous pouviez, quoi. Ouais, moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de sortir le corps de sa zone de confort en fait. Ouais. C'est hyper Clairement. intéressant. Et ça t'a aidé. Voir, ouais, et pas de se dire parce que si tu te braques en disant oh non, c'est froid, en fait t'es bloqué, t'es morte. Parce que c'est exactement le même réflexe que t'as eu dans la piscine, à te dire j'ai un problème. Toi, tu t'es pas dit ça, quoi. Ouais. T'es dit ok, là faut que je respire, faut que ça, ça craint. passe, quoi. Ouais, là ça craint. J'ai fait ça, j'ai dit je peux pas remonter. Mais c'est un automatisme qui était déjà naturel pour toi et ça t'a aussi sauvé d'une certaine façon la vie, quoi. Bah de pas paniquer, ouais. L'instinct de survie où et tu te rends compte d'ailleurs si un jour t'as un problème, si tu paniques, mais tu perds toutes tes facultés. C'est la fin, quoi. Ouais. Et on attend quoi de ses proches quand on est à l'hôpital dans un lit? Rien. On peut plus bouger. Moi, j'attendais rien. Au contraire, j'avais cette culpabilité-là de les rendre malheureux. Ok. Ça n'a pas été l'inverse. Je me suis pas dit je vais avoir besoin de vous ou tout ça. Et je les ai rassurés, mais tout le temps, tu vois. Ok. Tu étais dans cette idée de moi, je vous fais du mal là et vous avez pas à m'apporter. Ouais. Ok. Et après, je me suis rendu compte que alors moi, je suis pas baptisé, je suis athée. On va dire que je suis agnostique, tu vois. Je pense qu'il y a quelque chose dans l'univers, mais je veux pas mettre tout sur un seul et même référent. Et j'ai toujours cru en moi en fait. Et je me suis dit, j'ai rencontré là des patients tétraplégiques par exemple qui se disaient demain Dieu va me ramener mes jambes quoi. Ouais. Et quand ils me demandent conseil, moi, j'aurais toujours dit, et ce qui a fait ma force, c'est que j'ai jamais été dans le déni. C'est-à-dire que du 30 septembre 79 au 16 août 2014, j'ai eu ma première vie. Et à partir du 17 août où je me suis fait opérer, une deuxième vie a commencé, en fait. Ok, oui. T'as pas les mêmes ingrédients, en fait. T'as pas les mêmes composants pour faire tous tes projets. Mais en fait, je me suis rendu compte que les 35 premières années m'ont vraiment apporté parce que j'ai cultivé ce mental hors norme. J'ai appris, déjà, je connaissais très très bien mon corps. Et je me suis même mis en mood, c'est trop bien en fait. C'est trop bien. La vie, elle t'offre l'occasion de connaître ton corps et de tout recommencer à zéro, quoi. T'imagines, j'étais gaucher du pied, droitier de la main. Là, vu qu'il n'y avait plus de connexion, plus rien, si je les recréais, ben, je pouvais devenir gaucher de la main et je pouvais tout inverser. Oui, du coup, tu pouvais tout refaire comme si tu venais de naître. Exactement. Une nouvelle fois, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Et j'ai lu beaucoup de choses parce que je connaissais pas grand chose sur le handicap et les blessés médulaires et j'ai vu qu'il y avait pas mal d'études dont alors moi je suis pas un fan de jeux vidéo mais avec le masque de réalité virtuelle en fait de se voir tu pouvais recréer des connexions. Ok. La visualisation. Exactement. En fait le fait que le cerveau, on appelle ça l'effet biofeedback, le fait que le cerveau se voit en train de faire les choses. Ok. Ça pouvait être donc j'ai tout essayé. Et donc, ça venait de toi. En fait, toi, t'es parti du postulat de c'est pas quelqu'un qui va m'apporter quelque chose comme d'autres personnes qui pourraient dire Dieu va me réapporter mes jambes, c'est moi. Et si j'ai évolué, c'est que c'est exactement. Okay. Je ne crois qu'en moi. Et puis après, si j'ai un coup de pouce du divin, tant mieux. Voilà. Ça vient de moi, quoi. Ouais. Après, peut-être que qu'il m'a vu et il s'est dit il mérite peut-être. Mais t'as pas compté sur ça. Non, pas du tout. En fait, le soir en m'endormant, je pensais plus demain, je vais encore bosser. Et si on me demandait de faire 5 abdos, j'en faisais 10. Okay.
Et, et ce qui est rigolo, c'est que quand je suis arrivé en rééducation, mon kiné me teste et il me dit, mais waouh, mais je sens encore ta force musculaire au niveau des cuisses. Et je lui dis, il me dit, concentre-toi et souviens-toi. Et justement, tu vois, de bien connaître son corps, il me dit, vas-y, contracte tes cuisses, souviens-toi comment tu faisais. Et je contractais, mais je sentais pas mon corps. Et mes cuisses se contractaient réellement. Quand même. Et là, il me dit, j'ai envie de tester quelque chose avec toi. Et là, on va en rééducation, et tu sais, t'as des barres de marche. Oui. Et il se met avec un autre kiné, et il me dit, donc je suis dans le fauteuil, il me dit, on va te porter, tu vas mettre tes mains sur les barres, et il met un grand miroir devant moi, et il me dit, là, ce qu'on a fait tout à l'heure en kiné, tu vas le faire maintenant. Et en fait, je me mets droit, alors déjà, tu sais, t'as la tête qui tourne, parce qu'au début, la verticalisation, tu sais, il faut y aller tout doucement, parce que ton cerveau est plus habitué. Et là, je me mets comme ça, et il me dit, maintenant, on va te lâcher. Bah, je dis, non, je vais tomber. Il me dit, non, souviens-toi tout à l'heure. Contracte tes deux cuisses. Vas-y, fais-le. Et je me mets comme ça, et je me vois, et je contracte, et tu sens pas tes jambes, et tu te vois debout. Ça, c'est incroyable. Psychologiquement, ça doit être... C'est incroyable. Vraiment. Et donc là, t'avais rien retrouvé de ta sensibilité Non. Ok, comme quoi le corps est... C'était juste, et en fait, ce qui est hyper, alors c'est pour ça qu'il y a des miroirs partout dans les centres de rééducation. L'effet biofeedback, c'est, donc t'as les synapses au niveau du cerveau qui vont donner une commande. Donc là, je dis à mon cerveau, tiens, je vais plier mon pouce. Donc, je donne la commande, ça passe dans la moelle épinière, ça vient au niveau du nerf, ça traverse là. Et en fait, le retour, c'est l'œil. Une fois que l'œil voit ça fait la boucle. D'accord. Et ça, c'est l'effet biofeedback. Donc, à partir du moment où, c'est pour ça qu'on dit toujours, quand tu fais des exercices, regarde ce que tu fais. Parce qu'en fait, le cerveau, toutes les informations, tu les réenregistres. Ok. En fait, c'est comme si ton cerveau, c'était une bibliothèque énorme, et que le jour de mon accident, on a retiré tous les livres. Oui, donc toi, tu refaisais ta bibliothèque Exactement. de « je suis debout », donc... Exactement. D'accord. Ouais. Et c'est pour ça... Alors oui, bien évidemment, j'aurais préféré être avec mes enfants en train de courir dans le jardin. Oui. Mais là, tu te dis, et en plus, ben, t'as plus ta femme, t'as plus tes enfants, tu les vois plus, t'es hospitalisé. Et t'es tout seul, en fait. T'es tout seul face à toi-même. Ouais. Toute la journée, tu vois. Alors bien sûr, t'as de la visite, mais je sais pas, ça va être une demi-heure par jour. Donc, t'as le droit d'avoir de la visite dans le centre de rééducation. Ouais. Ok. Ouais. Puis moi, en plus, j'étais des Ardennes, donc forcément, t'avais toute la famille qui venait. J'avais même les gens de Luxembourg, de Belgique. Il y en a qui ont pleuré, qui venaient dans ma chambre. Et je dis, oh là, vos mauvaises ondes, là, dégagez-les. Ouais, c'est pas ce que tu voulais, toi. Mais non, toi, tu voulais de la force. Ouais, puis je voulais vraiment... J'étais vraiment dans le mood où je voulais rassurer tout le monde, en fait. Ouais. Parce que tout le monde connaissait, ouais, Kylianès, le footballeur, le grand sportif, machin. Et en plus, au début, après l'opération, t'as ta langue, tu sais, on avait de l'orthophonie, parce que ta langue de travers, donc tu t'exprimes mal et tout, et c'est compliqué de se voir comme ça. Ouais. Et comment tu l'as vécu, le fait de passer un peu justement sous les feux des projecteurs, d'être le footballeur, etc., à la personne où j'imagine la plupart des gens mettaient un regard, peut-être pas de pitié, mais de « ah, le pauvre, il lui est arrivé ça ». Ben, au début, t'as ce côté un peu pudique en te disant c'est comme si t'avais un déguisement, en fait. T'as ta tête, mais sauf que tu peux pas bouger, puis tu t'exprimes mal et tout, donc t'as pas trop envie de montrer ce côté-là. Mais à partir du moment où j'ai commencé à récupérer, où il y avait des articles dans les journaux, il y avait des mamies qui avaient des prothèses de hanches qui venaient me voir. Oh, Johan, vous nous donnez une force incroyable. C'était trop mignon, tu vois. Ouais. Et là, je me dis, je suis quand même le statut tout en haut au niveau handicap, quoi. Tétraplégie. Ouais. Tu peux guère faire mieux, quoi, tu vois. Donc, oui. forcément, si tu récupères, ben, c'est un petit exploit, et puis tu donnes un vrai message d'espoir aux autres, quoi. Et c'est devenu vraiment mon leitmotiv, quoi, parce que après,
Je suis parti en fait, le docteur que j'avais à Charleville avait travaillé 5 ans à Carpap. D'accord. Et elle me dit, avec ton passé de footballeur, avec ce que tu es en train de nous montrer, je pense que d'aller à Carpap, ça pourrait te faire énormément de bien. Et donc je pars à Carpap où je vais rester 2 mois et au final, je reste beaucoup plus longtemps, je reste 9 mois. Et là, Carpap, ça a été vraiment le changement. Enfin, ma nouvelle vie a commencé là. C'est un centre de rééducation. Ouais, c'est le plus grand centre de rééducation même en Europe au niveau aujourd'hui. La récupération, tu peux vraiment, tu peux pas faire mieux. Ok. Parce que ils ont une culture complètement et une approche complètement différente par rapport aux autres centres de rééducation. Et puis ils ont gagné pas mal de concours, donc il y a eu pas mal d'aides financières aussi. Et ça s'est développé et puis c'est devenu une référence, quoi. D'accord. Et le premier séjour à Carpap, je vis tout, je vis un divorce. Ça, c'était la période compliquée parce que forcément, tu viens en rééducation, tu viens pour redevenir le papa et puis le mari, tu te donnes à fond tous les jours et puis d'un autre côté, t'as la séparation. Donc mentalement, moi ça, je l'ai balayé d'un revers. J'ai dit, vas-y, il y a aucun problème. Et je me suis séparé et donc ça, c'était en 2016. Tu l'as compris, le fait que Complètement, tu devenais une nouvelle personne et que c'était presque un... Ouais, bon après normalement l'amour, que tu sois valide ou invalide, t'es la même personne. Enfin moi j'avais encore toute ma tête, c'est pas comme si... t'as pas du tout changé dans ta personnalité ni rien, quoi. Non. D'accord. Pas du tout et mais après tu sais t'as pas besoin d'être handicapé pour divorcer, hein. Oui, ah bah clairement. Tu vois, donc moi j'ai dit oui, ça par rapport à ce qui m'était arrivé, pour moi c'était un détail. Le gros détail qu'il y avait derrière, c'est qu'il y avait 2 enfants. Oui. Et que je voulais vraiment pas qu'ils en pâtissent par rapport au fait que leurs parents divorcent, quoi. Et donc on a fait les choses comme il fallait. Et 1 an après, donc en 2017, là où je retourne à Carpap pour la grosse opération, donc je me fais implanter une pompe à baclofène. La pompe à baclofène, c'est une pompe intratécale, on appelle ça. Donc c'est comme une boîte de conserve, une boîte de thon de 10 cm de diamètre. D'accord. Dans laquelle il y a 20 millilitres de baclofène. Le baclofène, c'est un médicament pour lutter contre la spasticité. C'est tout ce qui est raideur musculaire, en fait. D'accord. Ça t'aide à avoir de la mobilité. Voilà. Avant, je les prenais Péros, donc en comprimé. Et mais je prenais vraiment des grosses doses, tu vois. Donc et on me dit, il y a peut-être moyen que tu récupères si tu as cette pompe à baclofène. Et donc je retourne en septembre 2017 à Carpap. Donc je reviens des Ardennes, je retourne à Carpap. Et là je rencontre une aide-soignante. Voilà, ça c'est la magie aussi de la résilience. Oui. Parce que si je m'étais peut-être lamenté ou voilà. Oui, te dire de toute façon je retrouverai personne, Exactement. Personne va vouloir de moi. Tu sais que c'était chaud quand même parce que j'ai eu mon accident à 35 ans. C'est à 38 ans que je la rencontre et j'y vais avec mes parents en fait. C'est compliqué parce que moi à 14 ans j'étais parti vivre avec ses parents, c'est une vie complètement différente. En plus quand j'ai eu mon accident, j'étais marié, j'avais 2 enfants. C'était une vraie vie de couple, une vraie vie de famille et puis là c'est waouh. Tu retournes à zéro, quoi. Tu recommences tout et t'es avec tes parents puis après tu te dis même et puis tes parents ils vont vieillir quand même. Ouais. Le jour où ils sont plus là, tu fais quoi? Tu vas être comme certains, t'es passé dans des masses ou des choses comme ça et tu te dis c'est pas évident. Mais j'ai espoir et puis je sais pas, c'est peut-être ta conscience qui te dit vas-y continue ta vie et tu vas avoir des belles surprises aussi. Je pense que vraiment c'est ça, c'est de pas s'apitoyer sur son sort en fait. Ouais. Si tu prends le chemin du bon côté, tu peux braver d'autres épreuves qui vont t'arriver. Oui, tu te places pas en mode victime. C'est ça, de toute façon, tout à fait, ouais. Tout me tombe dessus parce que ça aurait pu être le cas. Enfin, t'as l'accident, tu divorces, peut te dire, ouais. Je vais jamais repartir, quoi. Tout à fait. Et en fait, je prends une grosse claque quand je suis à Carpap parce que
tous les mercredis, je vais passer mon temps dans le gymnase et je suis avec les enfants. Et les enfants, quand j'ai vu la force psychologique qu'ils avaient, d'affronter le handicap. Alors t'as des paras, t'as des tétras, t'as des quadrilles amputés, t'as des cancers, t'as tout ça. Il y en a aucun qui se plaint. Ouais. Mais aucun. Ils ont tous la banane. Enfin, c'est hallucinant. Et je me suis dit, mais en fait, ouais, c'est nous les couillons dans l'histoire. Ouais, c'est eux qui ont raison, quoi. Et bien évidemment. Et eux, ils sont heureux. Ils vont même, il y en a certains qui, à 10 ans, vont mourir d'insuffisance respiratoire, mais ils profitent de la vie, en fait. Ouais. Ça t'a aidé, ça, vraiment, dans le cheminement de te dire, ouais, faut que je continue, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, quand je suis, bon, après, là, j'ai déménagé des Ardennes pour revenir en Bretagne et maintenant je travaille avec CarePup. Et mon premier truc, c'était me battre pour l'inclusion des enfants handicapés. Parce que le souci, c'est que les enfants viennent du lundi au vendredi, sont en internat et ils ont pas de cadre familial. D'accord. Donc tous les enfants handicapés vivent avec les enfants handicapés. Et de l'autre côté, t'as le côté adulte où là il y a pas d'enfants, quoi. Et donc moi j'ai passé mon temps à aller en pédiatrie et je suis allé voir la directrice de CarePup et je lui dis moi j'ai envie de mettre quelque chose en place avec les enfants et donc on a lancé ce système de paire aidance. Donc la paire aidance, c'est l'aide que les patients peuvent se donner entre eux. D'accord. Donc des échanges. Chouette. Donc les enfants n'ont pas de cadre familial, ils n'ont pas la figure paternelle ou maternelle et moi inversement. Moi quand je suis venu à CarePup les 9 premiers mois, si on m'avait dit tiens tu peux aller t'occuper d'un enfant, faire des activités avec ou regarder la télévision, jouer à des jeux, faire la lecture. Ça m'aurait fait du bien, toi, peut-être de garder ce lien. Ouais, je suis un peu un papa, même si je peux pas avoir mes enfants près de moi. Ouais. Et la directrice, elle m'a dit, mais ouais, franchement, canon. On va faire ça. Et puis j'ai commencé à prendre mon premier Jules, là, qui est quadrille amputé, qui a une méningite foudroyante à 6 mois. Et, quand les enfants le voient arriver à l'école, c'est un extraterrestre. Bon, mais comment il fait pour piloter son fauteuil? Il a des moignons. Et le pire, c'est que Jules, c'était la première fois que je vais dans sa chambre, on commence à parler parce que c'est un dingue de foot. Et il me dit, vas-y, viens, je te mets une tôle à Mario Kart. Là, je dis, mais toi, t'es le comique du jour. Elle me dit, mais non, mais vas-y, je rigole pas. Et en fait, on va dans la pièce où t'as un salon et t'as tous les enfants qui sont là en train de jouer à la console ou t'as des jeux de société. Et Jules, il saute de son fauteuil, mais c'est improbable de voir cette scène-là. Je me dis, mais je suis en plein rêve. Je dis, bah, qu'est-ce que tu fais? Il saute de son fauteuil sur le canapé, il attrape la manette de jeu, il coince la manette entre ses deux moignons comme ça, et il dit, bon, on fait le parti ou quoi? Et je lui dis, mais moi, par contre, pour de vrai, je peux pas jouer avec mes enfants. Et il dit, bon, vas-y, tu me regardes. Et il joue contre tous les autres gamins qui ont leurs bras et il leur met des volées. Mais il est comme ça. En fait, il joue avec son nez, avec le joystick, et avec sa langue pour appuyer sur les trucs. Mais il torpille tout le monde. Ouais. Il est trop fort. Et comme toi, au final, où on pensait que ça allait être impossible que tu fasses certaines choses, lui, il te montrait déjà que, en fait, tout est possible quand on le veut. Enfin, tout est possible. Mais voilà, il a grandi comme ça. Donc pour lui, tout ce qu'il fait, c'est normal. Alors pour nous, c'est normal de prendre un stylo avec nos doigts. Mais j'ai aussi un autre patient à CarePup avec qui je suis ami et qui est double amputé au niveau des bras. Okay. Et à la fois, je mange à côté de lui et t'as son pied qui est à côté, qui prend la fourchette et qui mange. Et au début, tu te dis, waouh, c'est chaud. J'ai dit, t'as lavé tes pieds, j'espère, parce que. C'est vrai que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, en fait. En fait, mais le cerveau est hyper malin. Hyper malin. Regarde les enfants à qui qui souffrent d'ambliopie et qui ne voient pas d'un œil. Donc, on va mettre un cache sur le bon œil. Donc, si on te dit, tu caches ton bon œil et que celui qui voit, c'est celui qui ne voit pas normalement. Oui. Et en fait, le cerveau donne les commandes inverses. Les infos pour que ça passe, quoi. Et oui. Et c'est tout ça, tout ça, ça t'a aidé à devenir plus fort, ou en fait, tu le savais déjà au fond de toi que dans tous les cas, t'allais réussir, mais ça t'a fait que confirmer que ça allait marcher pour toi?
En fait, j'ai découvert un autre état d'esprit que je ne soupçonnais pas. La capacité, tu vois, tout ce qui est PNL, la préparation neurolinguistique, par exemple, te dire, le soir, je me couchais, et le lendemain, je me disais, ben, demain, je vais y arriver, toi, je me préparais déjà, un peu comme un événement sportif, et j'ai trouvé ça hyper kiffant, en fait, de me rendre compte que derrière le miroir, derrière la barrière, t'as le handicap, mais aussi tu peux rentrer carrément, dans la mémoire, tu vois, du truc, et puis faire des modifications. Ok. Et ça, c'est hyper intéressant. Enfin, honnêtement, tu sais qu'on utilise son cerveau à 20% de ses capacités. Oui. Si on l'utilise à 21% ou 22%, t'as un génie. Ouais, c'est énorme, ouais. Et on parle d'1%. Et en fait, creuser ça et aller rechercher au fond de soi-même, à partir du moment où t'as cette prise de conscience-là, mais tu deviens hyper fort, en fait. Ouais. Rien ne t'arrête, quoi. Il y a plus rien. Parce qu'en plus, tu te dis que en ayant ce mode opératoire-là, t'as des résultats. Oui. Donc forcément, ça te conforte. Tu continues, quoi. Et moi, c'était pas hier, j'ai réussi à faire tel exercice. Est-ce que je vais le refaire aujourd'hui? Non, non, non. Ce que j'ai fait hier, c'est acté. Aujourd'hui, je vais encore aller plus loin. Je vais faire plus que... Je remettais jamais en question tout ce que j'avais fait la veille, quoi. Et après, tu t'arrêtes plus. Et t'as eu des moments compliqués, des moments où t'as baissé les bras rien qu'une journée? Non, ou... jamais. Ouais, c'était Baisser les bras, vraiment, non. Non, ok. non. Ça, c'est interdit. C'est bien. Non, si tu baisses les bras, mais forcément, ça, c'est la très mauvaise info à donner à son cerveau, en fait. Ouais. Si tu te dis, là, tu vois, par exemple, quand je suis malade, encore aujourd'hui, si je suis malade le mardi et que j'ai un événement, un truc où je dois être hyper frais le week-end, mon cerveau, je sais très bien que le vendredi soir à 20h, il n'y a plus rien, en fait. Quoi qu'il arrive. Mais je peux être... programme, Ah ouais, non, mais surtout. Ok. Même sur la maladie. Mais ça t'aide au final à avancer. Parce que là, du coup, aujourd'hui, donc t'es parti de où tu pouvais plus rien bouger à aujourd'hui, c'est quoi ce que t'as pu récupérer en combien de temps? Enfin... Ouah, bah, je pense que la pompe à baclofen, ça a été un élément vraiment déclencheur. Et puis par la suite, je suis parti à Barcelone où j'ai rencontré un ostéopathe qui a pris en fait mon accident par le bon bout. C'est-à-dire que il m'a dit, déjà, pour te rééduquer, on va comprendre ce qui s'est passé. Donc, ce que je te disais tout à l'heure, t'as un accordéon comme ça. Donc, toi, en fait, tu t'es tassé. Donc, toutes tes vertèbres, elles se sont tassées. Ok. Donc, lui, dans un premier temps, il a dit, premier truc qui touche le sol, c'est quoi? Les pieds. On commence par les pieds. Et il est parti, il m'a fait revenir toutes les sensations, en fait. Au niveau des pieds, tu vois. Petit à petit. Ouais. Ok. On va travailler, on va se concentrer. Tu la sens ta cheville, là? Vas-y, mets tes yeux, hop. Tu penses fort à ta cheville, tu vas la bouger, tac, tac, tac. Tes orteils. Essaye de bouger le premier, le deuxième, le troisième. C'est incroyable. Ouais. Et puis là, toi, tu t'es dit, si j'ai réussi à faire ça, l'étape d'après, je suis capable, et je suis capable, Non, mais et... T'imagines que tu te sens plus ton corps, Ouais. et en te concentrant, en fait, tu vas pouvoir faire bouger des choses. Ouais. C'est génial. Et quand j'ai vu que ça fonctionnait, parce que lui, il a vu mon potentiel, je pense, et quand on a vu que ça fonctionnait, on s'est plus arrêté, quoi. Et donc, ce que j'ai récupéré, bah, aujourd'hui, tu vois, je peux être autonome. Maintenant, ben, mes jambes, ben, maintenant que je me suis vu debout, je peux me mettre debout. Bah, il faut toujours que j'ai quelque chose derrière moi pour me tenir, tu vois. Mais je peux me mettre debout, attraper quelque chose en hauteur. Oui, tu bouges tes mains, on voit. Je bouge mes mains, je peux donner le biberon à mes bébés, je peux faire plein de choses. Maintenant, je peux être sur la tablette pour écrire un email, alors qu'avant, c'était impossible. Et inimaginable, visiblement, d'après le chirurgien. Bah, oui, tout à fait. Tu l'as revu, ce chirurgien? Je l'ai revu quelques temps après. Il y avait eu un reportage à la télé et lui, il l'avait vu. Et quand je suis arrivé dans la salle d'attente, il m'a juste fait... Et quand je suis arrivé donc en consultation avec lui, je lui ai dit, bah, vous voyez, finalement, vous avez bien bossé le 17 août 2014 quand vous m'avez opéré. Et il me dit, Monsieur Culianez, moi, des moelles épinières comme la vôtre, en fait, j'en ai vu des milliers. Et après, moi, ce que je vous ai annoncé, c'est le diagnostic que bah, tous les patients qui avaient une moelle épinière dans cet état-là. Une généralité. Exactement. Et il dit, mais votre salut, vous ne le devez qu'à vous-même. En fait, c'est tout le travail que
que vous avez fait, et puis peut-être que de croire en soi-même, vraiment de se persuader. Une vraie confiance. Ah oui. Profonde, quoi. Ah oui. C'est pour ça que aujourd'hui, c'est hyper compliqué quand t'as des patients tétraplégiques devant toi ou handicapés. Il faut que je reste prudent, tu vois. Parce que je peux pas dire le mental qui me sert aujourd'hui, ces gens-là, ça se trouve, ils ne l'auront jamais. Oui. Et à contrario, il y en a qui ont peut-être même un mental encore plus fort que le mien, mais qui n'ont pas la capacité, parce qu'on parle encore une fois, c'est infime, quoi. Les petites connexions, et même avec le plus gros mental du monde, ils n'y arriveront pas. C'est là où, oui, effectivement, comme tu dis, ça doit être compliqué de... Enfin, moi, si j'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver, mais en fait, peut-être pas forcément, quoi. Ouais. Et donc, il faut donner de l'espoir et en même temps garder toujours cette idée c'est ça, d'être prudent et de... Tu vois, c'est pas comme les gars qui disent je vivais de rien, je vivais avec le SMIC et je suis devenu riche. Si moi j'y suis arrivé, vous pouvez y arriver. Ouais. Là, c'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. Là, il faut être beaucoup plus prudent et mais je pense que ça, quand j'en ai pris conscience, parce que tu vois, à Carpap, un jeudi sur 2, on avait les réunions entre blessés médulaires. Ok. Et moi, au début, j'étais dans l'euphorie, tu vois, je récupérais et je dis un jour dans cette réunion-là, moi, je pense que de toute façon, au niveau du mental, alors, j'ai peut-être pas utilisé les bons mots, et il y en a un qui était là, tétraplégique, et qui me dit, moi, tu sais, Johan, j'ai un mental de feu, hein. Il dit, par contre, il y a peut-être aussi un facteur chance qui fait que, tu vois, c'est inéluctable, ça, c'est... Oui, puis ta condition physique avant aussi, voilà, qui t'a beaucoup aidé. Et il dit, ne compare surtout pas ton passé, toi, t'avais déjà des facultés que nous, on n'aura jamais. Donc, sois prudent. Et le jour où il m'a dit ça, j'ai dit, waouh, mais quel abruti. Ouais. Et ça m'a fait vraiment mal, parce que tu vois, c'était, en plus, c'était vraiment, moi, je voulais vraiment booster les gens. Oui. Je voulais pas être maladroit. Oui, ton attention, c'était pas de... Et au final, ça se retourne contre moi, et puis, et c'était vraiment pas le but, quoi. Et donc, maintenant, c'est vrai que quand je fais des conférences ou tu vois, j'étais parrain de l'IFSI, des étudiants infirmiers. Moi, je dis simplement aussi aux jeunes étudiants, faites attention quand vous allez avoir un patient en face de vous, vous savez pas qui vous avez en face de vous, en fait. Le mental de la personne, ça peut, si vous êtes maladroite avec cette personne-là, vous pouvez le tuer, en fait. Et aujourd'hui, avec le recul, mais déjà, au moment de l'accident, t'attendais quoi des soignants? Et maintenant, est-ce que ta vision, elle a changé justement en prenant en compte de tout ça? Est-ce que tu aurais aimé que les soignants ils soient à fond derrière toi, toujours à te pousser? Ils le sont tous. La plupart du temps, ouais, c'est vraiment, ils sont là par vocation. Hein, tu sais, c'est dans les centres de rééducation, c'est un monde à part. Hein. Okay. C'est un cocon où quand tu es soignant, t'as envie de participer à la reconstruction du patient. Ouais. C'est quelque chose qui va te galvaniser derrière et on m'a fait découvrir, tu vois, dès le départ, j'ai eu le droit à des blagues hyper glauques de l'humour noir sur les personnes handicapées. Et là, on me dit, tu vois, ce genre de blague, maintenant tu peux les sortir, toi t'as le droit. Oui. Parce que t'es de l'autre côté. Oui, ça va pas être mal vu, quoi. Voilà. Et après, je me suis rendu compte que tous les coups étaient permis. Mais nous, entre patients, on se vannait. Les grands brûlés, les tétras, les paras, les amputés. Ouais, toi, t'as demi-tarif dans le taxi. Enfin, tu vois, c'était des vannes. Et c'est rigolo parce que des fois, t'en prends plein la tête. Mais bon, c'était rigolo. Et je me suis dit, bah ouais, c'est mon monde aujourd'hui. Ouais. Et je l'ai accepté. Après. Et c'est important pour se reconstruire d'être entouré de personnes qui ont un handicap. Mais il le faut parce qu'en fait tu partages énormément de choses. Il y en a qui moi j'étais au début avec des patients tétra des années 80. Donc eux ils avaient pas du tout le même truc, donc ils ont vu l'évolution au fil des années et puis leur expérience
pour tout, tu vois, pour tous les conseils intimes, les choses comme ça. Nous, entre patients, le pipi, le caca, le sexo, on parle de tout, en fait. Oui, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de barrière. Aucune barrière. Et d'ailleurs, avec les étudiants infirmiers, t'as l'impression que tu te mets tout nu devant eux, quoi. Il y en a qui pleurent, il y en a qui disent waouh, il y en a qui, t'as des émotions de partout. Mais je me dis, moi, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu tabou, tu vois, de parler de ce côté intime des personnes handicapées. Parce que c'est ce que je dis tout le temps, tu vois. Toi, quand tu me vois arriver, qu'est-ce que tu vois? Tu dis, ah, Johan, il est dans un fauteuil. Ouais. Le handicap, c'est pas ça, en fait, hein. Le handicap, c'est pas de plus avoir ses jambes. Le handicap, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur qui ne fonctionne plus normalement. La thermorégulation, où je vais faire un pic à 40 de fièvre en pleine nuit parce que l'après-midi, je suis resté un peu trop longtemps au soleil. Tu vois, je thermorégule très mal. Tout ton corps, en fait, est déréglé et Tout. du coup... Tout. Ok. Tout. Au début, t'arrives plus à faire pipi normalement, donc t'as une sonde, après t'as une sonde à demeure, après t'as une sonde toutes les 4 heures, une infirmière, parce que moi j'avais pas mes mains, qui vient, qui te met une tige de 40 cm dans la verge, donc c'est... Wow. Oui, t'as aussi cet aspect où même toi-même, faut que t'acceptes en fait de plus avoir cette autonomie qui va jusque-là. Mais oui, parce que moi j'ai donné... Oui, ça, mais j'ai donné mon corps à la science, en fait. T'es obligé. Le côté pudique. Oui, pour toi, il y a plus. T'imagines, là, ça va faire 11 ans que j'ai eu mon accident. Je sais pas, j'ai peut-être eu 300, 400 personnes différentes qui m'ont aidé à faire une douche, quoi. Ouais. Bah là, si. Oui, il faut plus être pudique, non, quoi. il faut plus réfléchir. En fait, non, il faut plus réfléchir de la même façon. Oui, puis c'est pour toi, en fait. Et t'as pas le choix. Oui, comme on dit, on met des barrières alors que finalement, est-ce qu'on doit en avoir autant aussi? Bah oui. Bah oui. Et justement, le handicap, il faut savoir tout ce qu'il y a derrière, et il faut accepter son état, en fait. Ouais. Ce qu'on fait pas assez. Après, on parle juste, là, on parle de handicap, mais ça peut être des choses qui t'arrivent dans la vie de tous les jours, où ton état physique va changer, et si tu te morfonds et si tu te dis ma vie, je suis foutu et tout. Mais tu vois, ça va être un petit impact, ou enfin n'importe quoi, tu vois, une cicatrice sur la joue, si tu te dis je suis défiguré et tout ça. Oui, tu vois, c'est la façon dont tu le prends. Exactement. Ouais. Et le handicap, c'est pareil. Je sais que quand tu vas à Carpap, par exemple, c'est une ville Carpap, une ville d'handicapés. Ok. C'est immense. Mais le problème qu'il y a, c'est que t'as plus envie d'en sortir parce que t'as ton confort personnel, tout adapté pour toi. Ouais. Surtout quand tu vas en ville. Exactement. Quand tu vas en ville, les gens ils te regardent. Ah putain, regarde, il y a Kylianès, c'est un ancien footballeur. Regarde, il est dans un fauteuil. Ouais, salut les gars, ça va? Moi je leur parle normalement. Ah ça va, Johan, tu vas bien? Tu sais, ils ont peur de venir. Je suis toujours le même, hein. C'est juste mon enveloppe corporelle. Les gens te définissent par ça, quoi. Exactement. Voilà. Et c'est pas ce que t'avais envie. Non. Parce qu'en fait, ton âme, elle change pas. Ta mentalité, et même encore, parce que c'est pas un mythe, hein, mais le nombre de patients qui finissent avec le personnel soignant, parce qu'on a des mentalités complètement différentes. Nous, le paraître, c'est ciao maintenant. Oui. Non, mais c'est vrai, franchement, c'est... Et puis les soignants, ils ont cette idée ils enlèvent la couverture et ils vont voir ce qu'il y a à l'intérieur. Exactement, voilà. Ils savent vraiment... moi, c'est ce que... Cassandra, elle a vraiment tiré la quintessence de ce que j'étais. Ouais. Tu vois, elle s'est dit... Contre toi-même, ouais. Ben oui, Cassandra, elle était belle comme un cœur, et je me dis, qu'est-ce qu'il vient à faire ta vie avec un tétraplégique, qui a 2 enfants, enfin c'est... t'as toute la vie devant toi, profites-en. Mais non, mais t'as pas compris en fait. C'est ton âme. Ouais. Ah oui. Et t'as jamais eu peur qu'elle devienne aidante? Alors justement, ça c'était dès le départ, nous c'est ce qu'on s'est dit. Moi tous les matins, j'ai une aide pour la toilette, et je veux pas. Cassandra, c'est ma femme. Oui. On dit non, parce que si ça commence à... Alors bien évidemment, ça aide, elle a les bons gestes s'il y a une urgence ou des choses comme ça, tu vois, évidemment, pour m'aider à me coucher. Mais non,
elle va pas faire un métier d'aide-soignante 24/24, quoi. Et ça, c'est vraiment un conseil, parce que Cassandra, tu l'as rencontrée, du coup, t'étais déjà handicapée. Mais même, en fait, si ton ex-femme était restée avec toi, t'aurais pas voulu non plus qu'elle soit aidante. Ah non, carrément pas. Ah non, parce que chacun a son rôle, justement, et sinon, il y aurait même plus d'aide-soignante à domicile. Ouais. Il y aurait plus aucun Mais c'est intérêt. important pour toi de transmettre de chacun doit garder sa place, et bien sûr. Et même si c'est par gentillesse et vouloir bien faire et accompagner. Non, puis c'est pas non plus, c'est pas un robot, quoi. Nous, on a 4 enfants. Oui, parce que t'as eu 2 enfants, du coup. Ouais, j'avais 2 enfants en tant que valide, et j'ai eu 2 enfants avec Cassandra. Et ça a pas posé problème, t'as pas eu besoin de faire de FIV ni quoi que ce soit? Alors non, justement, en fait, quand je te dis que le corps, j'ai vraiment tout rééduqué. Alors après, t'as forcément un facteur chance. Mais tu vois, j'ai récupéré ma vessie. Ok. J'ai récupéré les sphincters. Avec après, c'est la concentration, tu vois. J'ai eu aussi de l'ostéopathie. J'ai eu beaucoup de choses. Mais le côté sexo, en fait, est revenu parce que, en fait, avec l'amour, elle a appris. On a fait la rééducation ensemble. Alors bien sûr, t'as les spécialistes, ton docteur référent qui est là pour te conseiller, pour t'apporter. Tu peux être accompagné par ça aussi, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont hyper développé peur maintenant. de... C'est hyper développé. Et tu vois, alors maintenant c'est de plus en plus développé. Mais si tu vas par exemple en Belgique ou en Espagne, t'as carrément des assistants sexuels. D'accord. En France, ça pourrait être considéré comme de la prostitution, par exemple. Oui. Mais là, pourquoi une personne handicapée? Imagine, toi, demain, t'as un accident, on te dit, t'as plus le droit au sexe. Oui. C'est horrible. T'as pas le droit de priver une personne de ça. Pourquoi? Parce que moi, je suis différent, parce que je suis handicapé, j'ai plus le droit au sexe. Bah non, pas du tout. Alors, moi, j'ai eu cette chance-là de pouvoir récupérer. Au début, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On essaye une PMA, et puis on a essayé, et puis ça a fonctionné. Donc voilà, les 2 petites sont arrivées avec 20 mois d'écart. D'accord. Donc juste avant de déménager, tu vois, en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on a rencontré des problèmes que des couples pourraient avoir. La première était vraiment voulue au moment T, tu vois. Ouais. Mais la deuxième, on savait qu'on déménageait en juin 2022, et elle est née en mai 2022, donc tu vois, c'était pas prévu. C'était pas prévu, puis elle est arrivée. Donc après, on a fait ce qu'il fallait pour comme un couple normal, en fait. Oui. Puis t'as peut-être justement plus cette faculté à lâcher prise, en fait. La vie est comme ça, et finalement, il y a que du positif. Ouais. Donc bon, faut être plus rapide, mais il y a que du positif dans ce qui arrive, quoi. Ouais. Des fois, je pense qu'on a tendance à oublier de voir juste le positif, le verre à moitié plein. Mais bien évidemment. Et tu vois, encore une fois, c'est là où le psychologique joue énormément. Regarde le nombre de femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, qui passent par une PMA, et qui derrière vont tomber naturellement enceintes. Ouais. Oui, il y en a plein. Ouais. Il s'est passé quoi? Bah oui, le lâcher prise, de toute façon, c'est... Exactement. Si tu vis constamment avec ce mode opératoire-là, franchement, mais qu'est-ce que ça peut t'aider dans la vie? Ouais. De dédramatiser sur chaque chose. Des fois, mais il y a des problèmes. Ah, c'est ça votre problème? Ah, attends, je vais juste enfiler un mois de problème. Tu vas juste comprendre ce que c'est qu'un problème. Mais alors, je dis pas que c'est un cadeau, hein. Mais c'est une manière de voir les choses que t'aurais pas soupçonné si il t'était pas arrivé cet accident-là, enfin ce fait de vie-là, quoi. Ça t'a permis de voir la beauté de la vie d'une autre façon. Complètement. Mais vraiment, parce que regarde la vie que j'avais quand j'étais valide. J'habitais donc dans les Ardennes, je travaillais au Luxembourg. Tous les jours, je partais à 5h du matin. J'avais 1h30 de route pour aller au Luxembourg. Je travaillais dans une boîte dans la finance, dans les fonds d'investissement de la bourse britannique. Et parce que tu étais en retraite du football. Ouais, j'avais fini. Et en fait, j'avais fait doublon à partir de 2007. 2007 à 2014, ça faisait 7 ans que je travaillais dans les fonds d'investissement, en plus du foot. D'accord. Ouais. Et donc un emploi du temps très chargé. Je faisais carrément ma journée de travail, et c'était pas n'importe... On brassait des milliards quand même, donc tu sais, c'était...
Et puis en plus, voilà, c'était une boîte britannique. T'es même pas dans ta langue maternelle, donc forcément, au début, ça te fait un peu bizarre. T'arrives dans un monde où c'était en plus hyper cosmopolite. T'avais, je sais pas, 40 nationalités différentes dans la boîte. Ouais. Ouais, puis Et, fatigant du coup de ne pas parler sa langue. Ouais, c'est très fatigant. Mentalement, déjà, c'est hyper usant. Et derrière, j'avais 1h30 ou 2 heures d'entraînement le soir, quoi. Je rentrais le soir, les soirs où j'avais pas entraînement, je pouvais donner le bain à mes enfants, quoi, tu vois. Mais je les voyais pas. Et en plus, la route que je prenais était hyper, tu sais, c'était les bois en Belgique, t'as beaucoup de sangliers, t'as énormément d'accidents. Et je me dis que, voilà, mon destin c'était la piscine, mais j'aurais pu me prendre une meute de sangliers, Oui. comme pour rien, Oui. puis peut-être mourir, tu vois. Ton destin, de toute façon, il est écrit. Regarde. Pourquoi il pleut ce jour-là? Oui, non, mais c'est vrai. S'il pleut pas, je vais à l'acrobranche, peut-être que je tombe, Oui, de l'arbre. voilà. Mais oui, fallait que tu sautes, que tu plonges dans cette piscine, quoi. Voilà. Il fallait que, et tu vois, quand je te dis avec ma sœur, on est fusionnels, on a 3 ans d'écart, c'est mon aîné de 3 ans. Ma sœur, quand moi j'étais à Sochaux, elle était à Metz, donc elle était à 2 heures, donc elle s'est un peu occupée de moi les week-ends, quand quand je devais sortir, elle venait ou on se voyait régulièrement et elle a vraiment jamais eu de chance avec les gars. Okay. C'est une très très bonne personne, vraiment. Après moi je le savais, toi c'est pas parce que c'est ma sœur. Oui. Mais elle tombait pas sur les bons. Vraiment pas. Et à chaque fois ça se finissait mal et donc elle a deux filles et donc séparées des 2 papas. Et là, ça faisait un bout de temps, tu vois, quand j'ai eu mon accident, qu'elle était célibataire. Et franchement, sa vie sentimentale était de côté. Même si c'est, voilà, elle est comme moi, elle croit en l'amour, au véritable amour. Et quand j'ai mon accident, j'ai dû construire une maison complètement adaptée à mes besoins. Oui, donc la domotique à fond, enfin. Et la personne qui construit ma maison, donc c'est le maître d'œuvre. Je sympathise tout de suite avec lui, un ancien pompier de Paris, un super gars, mais bon, qui avait sa vie normale, d'homme marié avec son enfant. Et puis, la vie a fait que, il s'est séparé. Il s'est séparé parce qu'il a eu un coup de foudre un coup de foudre mutuel, je pense, avec ma sœur. Ok. Et aujourd'hui, ils ont fini ensemble. Et en 2022, quand on a déménagé, ils sont allés juste avant. Et en fait, là, tu prends un peu de recul, tu dis, ouais, en fait, aujourd'hui, on est là grâce à mon plongeon. La vie m'offre encore un... Et là, en fait, peut-être le plus beau cadeau que je pouvais faire à ma sœur, c'était lui donner l'amour, quoi. Ouais. C'est pas le même amour fraternel, bien évidemment. Mais et c'est ce que j'ai dit dans mon discours quand elle s'est mariée. J'ai dit si j'avais su qu'un plongeon pourrait réunir autant de personnes, voire autant de bonheur, voilà, tous les jours tu replonges, quoi. Ouais. Parce que en plus il y avait peut-être que moi dans la famille qui avait cette force de résilience et puis qui allait prendre le problème par le bon bout, quoi. Oui, tu t'acceptais que ce soit toi dans la famille. Je l'ai pas pris comme un problème, en fait. Ouais. J'ai pris comme une seconde vie, seconde chance, et puis vas-y, on reconstruit tout. T'as remis l'église au milieu du village. Ouais, non mais carrément. Et puis tu vois, je travaille avec Robert Pires au syndicat des footballeurs professionnels. Et la dernière fois, on parlait, et puis on parlait justement de ça. Et il me fait, mais yo, nous on n'est pas des héros, hein, les footballeurs. Nous, on est juste là pour donner du plaisir aux yeux des gens. Ouais. Mais on sauve pas de vie. C'est du divertissement. Alors, même si le foot aujourd'hui peut être une issue de secours pour des jeunes de cité ou des personnes qui ne trouvent pas leur voie, peut-être. Mais il dit, mais nous, on sauve pas des vies tous les jours, quoi. Ouais. Et il dit, regarde par contre ce que ton parcours aujourd'hui depuis 11 ans, regarde le nombre de personnes que tu as pu aider. Ouais, c'est clair. En fait, ma vocation, elle était là. Et c'était écrit que le 16 août 2014, il y avait un changement, quoi. Ouais. Il fallait que tu fasses ce fameux plongeon. Ouais. Il le fallait. Il fallait qu'il pleuve le matin. Pour aller à la piscine. C'est fou, c'est vraiment le battement d'aile d'un papillon, en fait. C'est clair.
Là, tu es en grandeur nature. Et tout ce que ça... Et aujourd'hui, tu vois, mes enfants, ils grandissent avec des valeurs que les autres enfants n'ont pas. Le côté altruiste, faire attention à son prochain. Là, tu vois, quand on prend le bus avec Esteban, il va avoir 13 ans. Dès que il voit une personne âgée qui est debout, bah, prenez ma place, madame. Ouais. Pour lui, c'est naturel, quoi. En fait, c'est ce que je dis aussi aux enfants quand je fais les interventions. Moi, je te demande pas, maintenant que tu as fait une interview avec une personne handicapée, de voir une personne handicapée, il fait venir lui faire un câlin. C'est pas ça le truc. Puis ça marque la différence pour le coup. Exactement, parce que nous, on veut pas justement, Ouais. on veut pas être considéré comme des personnes différentes. Donc, prends-moi tel quel. Par contre, c'est clair que si t'as une caisse prioritaire ou t'as une personne pour personne handicapée ou une personne enceinte ou une personne âgée, ben respecte en fait juste ça. Oui. Tu vois, les enfants, je leur dis, si un jour vous êtes à une caisse prioritaire, si vous voyez une personne handicapée derrière vous, et que si vous levez la tête, vous voyez un panneau où il y a une personne handicapée dessus, signalez-le juste à votre papa ou à votre maman. Maman, on a une caisse prioritaire, regarde. Juste montrer que parce que moi, la plupart du temps, quand les personnes, alors là où je peste, c'est les gens qui te regardent, qui voient que la caisse prioritaire, mais qui vont pas bouger. Oui. Mais quand ils ont, je sais pas, 10 ou 15 articles et puis que tout est sur le tapis, ah mais monsieur, allez-y, vous êtes prioritaire. Mais non, mais allez-y. Oui, je peux attendre, mais au moins C'est juste au moins le respect. Oui. Le respect, c'est pas forcément pour les personnes handicapées. T'es une personne enceinte. Dis-toi, on a déjà eu la double étiquette avec Cassandra. Elle est enceinte de 8 mois. Moi, j'étais avec le fauteuil. Bah, franchement, là, t'avais 2 sur 3. Quoi. Il manquait... le tapis non, mais il manquait plus que la mamie soit avec nous et puis on avait la totale, tu vois. Mais les gens, ils s'en foutent. Ouais. Oui, tu demandes pas qu'on marque ta différence, mais qu'on te facilite la vie. Et qu'on te marque du respect. Juste, est-ce que vous voulez passer, oui ou non, mais... Ben voilà. C'est juste le respect, le savoir-vivre. Et c'est ce qu'on a plus en France aujourd'hui, pour moi. Oui. Et tu vois, quand on est allé en Espagne, on va faire des courses. Tu rentres, toutes les caisses prioritaires sont fermées. Et tu te dis, waouh, tu fais tes courses. Monsieur, vous avez fini? Oui. Venez, on ouvre la caisse. Ah ouais, elles sont vraiment pour les... Tu vois la différence? Ouais. Et ils font ça pareil avec les personnes enceintes. Et puis, c'est un état d'esprit qui est complètement différent. Différent, ouais. Mais c'est clair que les enfants, ils doivent avoir une ouverture d'esprit, parce qu'en fait, pour eux, il y a pas de la différence devient la normalité. Ben oui, non, mais en plus, c'est un kiff pour Elia qui a 5 ans. Jules, elle le connaît, elle lui fait des câlins dès qu'elle le voit, le quadri amputé. Et elle raconte à tout le monde, non mais tu sais que Jules, il sait jouer au ping-pong. Hein. Et Jules, il a sur son moignon, il a une prothèse, il met sa raquette et il joue au ping-pong. Elle a des trucs, ah bah tiens, Virginie, elle a sa jambe coupée. Et qu'est-ce qu'elle demande au Père Noël? Barbie inclusion, handicapé, amputé. Ouais. Elle a demandé celle-là, elle a demandé qu'est-ce qu'il y avait aussi? Je me souviens plus ce qu'il y a comme autre, mais tous les trucs d'inclusion en fait. Oui, pour elle, c'est normal. C'est normal. C'est son quotidien. Mais parce que je l'emmène aussi régulièrement, enfin les enfants, je les emmène régulièrement à Carpap et ils voient d'autres enfants handicapés. Ouais. Et justement, on n'a pas forcément accès à pouvoir emmener des enfants ou aller voir d'autres enfants handicapés et juste leur montrer. C'est ça. C'est des enfants. Et là, c'est ce qu'on essaie de mettre en place maintenant avec Carpap, justement. Ouais. Qui est ce genre d'échange, quoi. Bah, puis c'est là le plus facile parce qu'en fait, les enfants, c'est aussi la peur que l'adulte renvoie. Mais tout à fait. L'enfant, naturellement, il n'y a pas de souci, quoi. Ouais. En fait, c'est tout ce qui est différent qui fait peur. Moi, je me souviens la première fois, en plus, je jouais qu'avec des blacks quand je jouais au foot. La première fois que j'ai ramené un noir à la maison et que ma nièce qui avait, je sais pas, 2 ou 3 ans, elle l'a vu, elle a pleuré. Ouais. Mais nous, on s'en rend pas compte. Mais pourquoi? Parce qu'il a juste une couleur de peau différente. Ouais. C'est incroyable. La différence, quoi. C'est juste la différence, ouais. En fait, tout ce qui est hors norme peut faire peur. Mais j'ai appris aussi qu'il y avait des échanges dans le passé où les enfants valides rencontraient les enfants invalides, mais ils ont arrêté parce qu'il y a trop de parents qui se sont plaints parce que les enfants faisaient des cauchemars, tu vois. Oui, d'accord. Ouais, mais non. En fait, c'est pas ça la vie. Solution. La vie, c'est pas ça. Si t'as pas le bon discours, tu vois, Jules, quand on a fait l'intervention,
Au début, franchement, mais t'as les gamins, ils le scrutent de partout. Waouh. Attends, il a pas de bras, il a pas de jambes. Et donc la question c'est comment tu fais pour écrire et pour te laver Ouais. et pour faire ci, pour faire ça. En fait, c'est que des questions sur le handicap. Et au bout de 45 minutes, t'as un gamin qui lui dit c'est quoi ton jeu de console préféré? Ah, ça y est, Et là, en fait, dépassé, quoi. c'est la barrière elle est tombée. Et tu vois la réaction des enseignantes et la directrice qui était dans la classe. On se regarde et je vois la directrice qui me fait ça. Et Ah ouais. je dis, on a réussi notre coup. Ça, Quoi. ils voyaient plus la différence, ils avaient répondu à leurs questions C'est qui fini. leur paraissaient un peu. C'est fini. Bah oui. Alors après, je vais pas dire, je vais faire toutes les écoles de France Oui. avec un enfant handicapé, mais si chacun donnait un petit peu de son temps et travaillait sur l'inclusion. Bah rien que les parents, enfin c'est le rôle aussi du parent. Bah bien évidemment. La différence doit pas faire peur. Non. C'est un peu le message à Tout à fait. transmettre. Ouais. Tu t'es fait aider, parce que tu disais au départ que les premiers moments, tu as eu de la culpabilité de faire vivre ça à ton entourage. Tu t'es fait aider pour dépasser ça, ou en fait c'est avec le temps, plus tu as progressé, plus cette culpabilité elle a disparu? Non, elle a disparu parce que finalement mes parents se sont rendus compte que je récupérais et que j'allais pouvoir, surtout quand Cassandra est arrivée, elle a métamorphosé en fait la vie de la famille culianaise parce que imagine-toi, mes parents ont retrouvé leur chez eux, on a vécu ensemble et je pense que même pour eux, alors même si ça a été ils ont pris un coup de massue quand j'ai eu mon accident. Oui. Et là, tu te dis, ouais, mais comment on va faire enfin, voilà, c'est. Toi, t'avais peur parce qu'eux allaient devenir vieux, mais eux avaient aussi peur parce qu'ils allaient devenir vieux. Bien évidemment, bien évidemment. Et j'avais à Carpap, j'avais fait un poster d'imagerie mentale où ma tête, en fait, elle était sur un corps d'un athlète qui gagnait un marathon, une course en sac avec des enfants. Pyramide, New York, avec une Ferrari, faire du canoë, enfin plein de choses. Juste en face de mon lit. Et tous les matins, quand je me réveillais, donc à droite il y avait la mer, parce que t'as vu mer sur toutes les chambres à Carpath, ça c'est génial. Et en face de moi, je regardais, quand je prenais le petit déjeuner, je voyais toutes les choses que je ferais plus tard. Ouais. Le petit vision board qui... Exactement. Et un jour, il y a la psy de Carpap qui passe dans ma chambre parce que j'étais un nouveau patient. Elle m'a dit, je peux vous parler 2 minutes? Je dis oui, bien sûr, je peux connaître un peu votre parcours. Hop, elle rentre dans la chambre, elle regarde et elle tombe sur le poster. Elle regarde puis elle me dit, c'est un montage? Je lui dis oui, pourquoi? Pourquoi vous avez ça dans votre chambre? Bah, je lui dis parce que c'est mon imagerie mentale. Elle me dit, vous avez besoin de séance de psy avec moi ou pas? Oh, je dis pas du tout. Je dis moi je suis prêt, de toute façon, voilà, le deuil il est fait. Elle m'a dit par contre moi je veux vous voir. Vous allez pouvoir m'apprendre des Pour choses. moi vous êtes un vrai cas clinique et je veux vraiment voir vous étudier. Et en fait après c'est licence avec la psy, tu peux en avoir toutes les semaines si tu veux. Ok. Et j'ai aimé partager ça en fait. Montrer cette force peut-être qu'elle connaissait pas. Et je me suis rendu compte que même des personnes valides, aujourd'hui, j'arrive à les aider, quoi. Ouais. Bah oui, oui. Par le changement de mentalité. Tu vois, il y a pas longtemps, j'étais à la Triskel Race à Guidel, où il y avait des triathlètes qui venaient de finir leur triathlon. Et les gars, ils arrivaient à tous casser en deux. Et j'avais fait le stand au niveau de mon association Culmine. On en parlera après. Ouais. Et les gars, donc j'étais devant le kakemono, tu sais, le truc qu'on déroule avec le projet. Et donc je suis en photo derrière, et le gars il me dit c'est quoi ton histoire? Et le gars je lui dis t'as morflé ou quoi? Il me dit oh je suis fatigué et tout. Le mec il devait avoir une 50aine d'années, tu vois. Et je le vois voilà, avec des courbatures, et on commence à parler, et au fur et à mesure il se remettait droit, tu vois, comme ça. Et il me dit mais tu viens de me mettre une claque dans la gueule, comme c'est incroyable. Ouais.
Et il me dit, mais tu viens de me faire un bien, là, j'ai plus rien, en fait, je sens plus rien, j'ai plus de courbature. Je me rends juste compte de la chance que je viens d'avoir de faire un triathlon. Et que toi, dans ton état, là, tu t'apprêtes à faire un truc aussi dantesque. J'ai dit, ouais. En fait, chacun son Everest, chacun sa douleur, voilà. Mais ça aide de se dire, en fait, s'il y en a qui ont réussi à dépasser ça, moi, je peux le faire aussi. Enfin, en fait, je peux pas juste m'arrêter là, quoi. Je peux aller beaucoup plus loin. Bien évidemment. T'as plus de limites, en fait. Et le plus bel exemple, là, forcément, quand t'es un ancien sportif de niveau, on va te mettre de le handisport. Ça, c'est... Ouais. Oui. Voilà. Petite reconversion, quoi. Ouais. Et quand j'arrive à Carpap, donc en 2015, j'ai la chance d'être le patient choisi pour faire le reportage avec Michel Drucker. Et c'est un reportage qui dure un quart d'heure sur France Télévisions, dans une émission, et on me voit faire de l'équithérapie. Donc rééducation, alors hypo ou équithérapie. Donc rééducation grâce aux chevaux. Et suite à l'émission-là, je suis contacté par un centre équestre dans les Ardennes qui va me demander de les aider à développer l'équithérapie. Moi, bien évidemment. Ouais. Et quand je me rends compte que finalement, tout ce que je suis en train de mettre en place, ça va aider une personne ou une deuxième. Enfin voilà, c'est une ouverture d'esprit aussi. Tu vois, la personne du centre équestre, elle avait peut-être pas pensé au départ à faire un truc comme ça. Elle s'est dit, c'est génial ça. Ouais. Et donc, elle a fait le manège, tout adapté. Il y a d'autres personnes handicapées qui ont pu aller et qui ont pu bénéficier en fait de ce que j'avais montré. Ouais. Bah oui. Et là, t'as trouvé un sens à ta vie, là. Mais complètement. Et là, tu te dis, mais en fait, vu que moi j'ai cette chance-là de pouvoir être médiatisé, j'ai certainement aidé d'autres personnes, quoi. Faut que je l'utilise comme ça. Et voilà. Et c'est devenu une force. Et puis là, je me suis plus arrêté. Et né culmine. Alors, culmine, ouais. Moi, vraiment, là, tu vois, quand t'as 4 enfants, que t'as une belle vie de famille, on avait plein de projets, tu te dis, je vais donner un peu de mon temps à Carpap pour développer les activités, et puis un jour, je rencontre Guillaume, qui est le papa d'une petite fille qui était dans la classe de Elia, et il me dit, ouais, t'as un look de sportif, c'est quoi ton histoire? Et donc on commence à devenir amis, et puis je sais pas, peut-être 2 semaines après, il revient à la maison, et là, je crois que c'était 1 semaine avant, il y a Michel Drucker avec qui je suis resté ami, qui était venu manger à la maison. Et donc il me parlait du handisport, justement, Michel, en me disant, tu vas faire les Jeux paralympiques en juin 2024, enfin en août 2024. Et je dis, tu sais, moi, Michel, franchement, me montrer pour me montrer, c'est pas trop mon kiff. Moi, à la limite, le sport, je m'en sers pour redevenir le papa ou le mari. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pour me montrer encore mes heures de gloire au niveau du sport, je les ai eues. Tu vois, j'ai tourné la page de ça. Moi, le sport, c'était vraiment pour me rééduquer, parce que forcément, c'est mon kiff. C'était mon hobby pendant 35 ans, quand même. Oui, bah oui. Tu peux pas mettre ça de côté comme c'est pas possible. Et ton âme de compétiteur, elle te lâche pas. C'est ça. Puis c'est là où tu disais, en fait, j'ai pas changé qui j'étais de cet accident. Donc tu peux pas changer et effacer ce football qui a participé autant à ta vie. Tout à fait. Et donc Guillaume me dit, écoute, moi j'ai un truc à te proposer. Ça s'est jamais fait. Est-ce que tu as envie d'être le premier tétraplégique à gravir le Mont Blanc? Et j'ai dit, pourquoi ça s'est jamais fait? Il dit, d'un point de vue technique, c'est assez costaud. Mais dis, moi, je suis un ancien pompier de Paris, j'ai encore tous mes potes, c'est encore des costauds. Je pense qu'il y a moyen. Si on organise bien le truc, il y a moyen, en y réfléchissant bien. Et puis, tu vois, j'ai même pas consulté Cassandra, je lui ai dit, écoute, si c'est faisable, on y va. Go. Et il repart, et directement dans la foulée, j'appelle Michel Drucker, et je lui dis, putain Michel, on vient de me proposer d'être le premier tétra à gravir le Mont Blanc. À tenter, bien sûr. Et là, Michel, il y a un blanc, puis il me dit, non mais Johan, t'imagines en fait ce qu'on vient de te proposer là? Imagine-toi le 16 août 2014, tu creuses ta tombe, et 12 ans plus tard, t'es sur le toit de l'Europe. Ouais. T'imagines ce que ça représente? Non, puis en termes de résilience pour
pour le monde du handicap, quoi. C'est incroyable. Et là, Michel me dit, je vais appeler Gérard Holtz, et lui, il a fait 4 fois le Mont Blanc, et tu vas l'avoir au téléphone, il va te donner plein de conseils. Et là, en fait, je me suis dit, waouh, en fait, le truc médiatique, il va exploser, quoi. Ouais. Mais ça va vraiment. Parce qu'avec le réseau de Michel, c'était. Et puis, de fil en aiguille, on a construit ça. Mais au départ, c'était un délire. On va essayer de faire le Mont Blanc. Ouais. Derrière, t'as les gars, les anciens collègues de Guillaume qui faisaient le marathon de Paris. Donc on dit, vas-y, on va faire le marathon de Paris. Là, je t'avoue que j'étais vraiment un spectateur. C'était pas kiffant parce que c'est se faire promener et puis t'as tout le monde qui t'applaudit. Ouais. Allez Johan, allez culmine. Alors culmine, en fait, le nom culmine, c'était j'ai un de mes meilleurs amis d'enfance. Ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Qui est un ancien footballeur, qui a une boîte de com. Et en fait, quand je lui parle de ça, il me fait mais yo, il faut absolument que tu crées une association, en fait. Parce que vous allez avoir plein de projets. Je dis, ok. Et il dit, laisse-moi en parler à mon équipe et tout, et puis on va te sortir 3 noms assez rapidement, puis tu choisiras. Avec un logo, avec... Je fais ok. Franchement, et là, je me suis dit, on va mettre quelque chose en place, quoi. Mais ça prend de l'ampleur, quoi. Ouais. C'est pas juste... Et c'était très, très, très vite. Donc ça, c'était, je crois que c'était en mars, en février ou mars, où Guillaume vient me parler de ça. Moi, avant toute chose, je dois faire le test en hypoxie pour savoir si je suis capable d'aller en altitude. Okay. Donc l'hypoxie, en fait, on te met un masque. Quand tu as 4000 mètres d'altitude, en fait, tu as 12% d'oxygène en moins. Okay. Donc il te baisse. Tu as un masque où tu as 12%. Donc déjà, il faut que tu apprennes à respirer, tranquille, pas t'énerver. Vraiment, tout le monde kiffe, tu vois, parce que la sophrologie, les choses comme ça, nous, on en a fait énormément dans le sport de haut niveau. Ok. Oui, donc ça te parlait, en fait. Tu revivais un peu carrément. ce que tu vivais avant. Ouais, je retrouve des facultés, puis donc tu as les électrodes, et puis ils te feront faire un test sur un ergocycle, donc tu sais, c'est un appareil à bras où tu vas au bout de toi-même, en fait. Ok. Mais vraiment, tu y vas à fond. Et donc ça faisait... si ma saturation descendait trop bas, en fait, j'étais pas éligible, et là, le projet, c'était mort. Ok. Mais là, il y avait déjà trop de monde qui était au courant. Et là, je me dis, putain, en fait, le test là, si je la réussis pas, c'est ciao. Ouais. Et au final... fallait te refaire confiance. C'est ça. Bon, après, j'ai même pas douté. J'ai dit à Guillaume, j'ai dit, je vais défoncer la machine, c'est clair. Et je l'ai tellement défoncé, j'ai arraché les câbles et tout. Hein. J'étais un animal. Parce que j'avais tellement cette rage en moi. Puis on te dit, il faut que tu ailles à fond, vas-y, t'inquiète pas. En plus, t'as la sécurité, il y a le cardio qui est là. Enfin. Et puis, mais vraiment, haut la main, je suis resté à 85% de saturation. Et il fallait pas que je descende en dessous de 65. Donc, j'étais large, tu vois. Et puis, à partir de là, on est parti. Donc, Jérôme, mon pote a travaillé sur le nom de l'assaut. Et il y avait trois noms. Il y avait Apogée, avec dans le G qui faisait une forme de fauteuil roulant, donc on me voyait dedans. Et j'aimais bien parce que le G, ça faisait un peu Guillaume, comme l'assaut, c'était une assaut Guillaume et Johan, tu vois. Après, il y avait Ferquin, F-E-R-K-U-N, pour le jeu de mots, ne faire qu'un, tu vois. Et puis il y avait Culmine, mais avec la lettre C. Et moi, dès le départ, en fait, je voulais pas que le nom de l'assaut fasse trop penser à Culianès, parce que je me suis dit, on va dire, c'est l'assaut de Culianès, machin. Non, c'est l'assaut de Johan et Guillaume, en fait. Ok, oui, tu voulais pas que ça vienne que sur toi. Non, je voulais surtout pas. Parce qu'en plus, ça fait longtemps, toi, qu'on m'a dit, écris ton livre, on va faire un film, machin, sur ta vie, sur des trucs comme ça. Et j'ai dit, mais non. Et là, si ça parlait trop de moi, ça rejoignait un peu ça, quoi, tu vois. Donc, et je vois Culmine, C-U-L-M-I-N-E. Et au départ, quand je le vois, je fais, oh, mais non, mais on va trop Culianaise, là. Ouais, ça me plaît pas. Mais le M central, en fait, ça ressemblait, ça faisait comme une montagne. Et surtout, quand Jérôme m'explique que c'est lui qui a fait le logo, et il m'explique pourquoi. Il me dit, en fait, c'est un bonhomme qui est tombé et qui se relève avec des béquilles.
Et moi, ça m'a fait penser à l'exosquelette que j'avais à Carpath. Enfin, c'est pas que ça m'a fait penser, c'est Jérôme qui me dit, souviens-toi, qui t'a remis debout, c'est l'exosquelette, en fait. Ok. Et là, c'était tellement parlant. Et je dis, ah ouais, c'est génial. Quand il explique ça, parce que le apogée, je me dis que si le G, c'est le logo, si on lance des vêtements avec le G, un truc handicapé, il y a des personnes qui vont pas vouloir porter un truc handicapé. Oui. Que là, le M culmine, ça faisait vraiment, vraiment marque de sport, tu vois. Et le lendemain matin, j'appelle mon cousin, qui est un ancien sportif de haut niveau aussi, je lui dis, ouais, ça y est, gros, on a lancé, donc je lui envoie le logo, et là, il me dit, ah, mais on voit trop Culianes, parce qu'il s'appelle Culianes aussi, tu vois. Oui, lui. Et il me dit, mais pourquoi tu fais pas avec un K? Il me dit, le Kilimanjaro, le K2, la marque Kappa, c'est un truc qui envoie, puis ça donne du caractère. Et je dis, ah ouais, carrément. Et j'appelle une deuxième personne, qui me fait exactement, putain, j'appelle deux personnes, même réflexion, ah ben moi j'aurais mis un K. Oui, donc c'est que c'était ça, quoi. Et là j'en parlais, c'est devenu une évidence. Donc culmine, le point culminant, fort, bien évidemment, avec le Mont Blanc. Et puis voilà, et puis quand on fait le marathon, les gars ils courent en moins de 3 heures. Donc toi c'est des flèches. Ouais. Et ils sont hyper, enfin c'est vraiment des costauds, tu vois. Et ils préparaient l'Aerox du Grand Palais. Et moi, quand on me parle de ça, c'est de l'hébreu. Je dis, c'est quoi l'Aerox? Et il me dit, ah, tu connais pas l'Aerox? C'est une compétition qui allie CrossFit et puis course. Je fais, ok, cool. Et là, on se dit, mais pourquoi on le ferait pas, en fait? Ça existe en individuel, Ok. homme, femme, en binôme, mixte, binôme femme, binôme homme. Puis on se dit, bon, on va faire un binôme on dit valide. Et on se rend compte que Théo Curin est ambassadeur d'Aerox au niveau handicap. D'accord. Et je regarde, mais pas de tétra. Jamais ça s'est fait. Et donc on contacte directement la direction d'Aerox France. Le gars, un ancien qui est passé par le handicap sur une courte période. D'accord. Ça lui Mais parle. directement ça lui parle. Elle a dit ok, feu vert. Moi je vous invite au Grand Palais. Et là, on commence à en parler, et il y a une salle de sport à côté de chez nous, là, qui dit, moi, je vous adapte tous les appareils, donc on a fait des clips dans sa salle, tu vois. Ok. Pour le remercier, et puis mettre en avant, le côté inclusion. Et là, je me rends compte que j'arrive enfin à trouver un sport où je peux me dépouiller, parce que on m'avait mis dans un fauteuil pour faire du foot fauteuil, j'avais fait, de l'équithérapie, j'avais fait du kayak. Ouais, c'était bien, mais j'arrivais pas à aller au bout de moi-même, tu vois. Ok, ouais. À trouver la sensation où t'as l'adrénaline au taquet, et puis en fait, c'est comme le génie dans la lampe. Moi, j'avais envie de sortir de ce corps et puis montrer cette rage à tout le monde, et même dire un tétraplégique est capable de faire ça, quoi, tu vois. Oui. Et là, sur les premiers entraînements, Guillaume il me fait, wow, mais t'es un animal. Il me dit, mais de où il dit, mais tu te rends pas compte, là, je suis en train de sortir le diable en moi, de moi, quoi. Tout ce que j'attendais Mais depuis ouais. si longtemps. Et donc, l'Aerox m'a vraiment donné cette possibilité-là, et on se prépare, et puis là, on se rend compte que l'Aerox, c'est le plus grand jamais organisé en Europe, 12 000 participants, Grand Palais, là où il y avait les Jeux Olympiques, et on se dit, waouh, ça va être incroyable. Et la veille de l'Aerox, en fait, il y a le premier exercice qui s'appelle le ski erg, où tu reproduis les gestes du ski de fond, où tu tires les ficelles comme ça. Et moi, j'étais dans mon fauteuil, et je devais tirer les ficelles comme ça, sauf qu'il n'y avait pas une grosse amplitude. Donc, j'étais moins performant. Ok. Et la veille, je dis à Guillaume, je dis, vas-y, viens, on va à la salle de sport. Et il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui dis, on veut marquer les esprits? Le ski erg, je vais le faire debout. Et il me fait, waouh, ok, comment tu veux faire? Je dis, viens. Je me mets debout, je m'accroche à l'appareil, il retire mon fauteuil. Je lui dis, attrape-moi par la taille, mais tu me sers bien. Et là, je suis parti. On arrive sur l'Aerox. Alors déjà, j'étais un des seuls fauteuils. Les mecs étaient là, ils me disaient, ah, respect, mec, et tout, c'est bien, machin. On était 604 binômes
euh, homme-homme. Ok. Dis-toi que les places, c'est un peu comme le concert de Madonna au Stade de France. Hein. Quand les places, elles sont en vente, dans les 10 C'est minutes, il n'y a plus de raflé, place. hein. Oh, ça va à une vitesse et t'as 22 000 personnes devant toi dans la liste d'attente et tout. Donc les gars qui participent à l'Aerox, et je peux te dire que c'est tous des Golgoth. Hein. Ah, ils sont pas là pour éplucher Non. les kiwis, quoi. Carrément pas. T'en as certains qui sont là pour se prouver des choses à eux-mêmes, mais c'est plus en individuel. Toi, j'ai vu un obèse aussi le faire, et là tu te dis franchement, le mec il veut vraiment se prouver à lui-même, tu vois. Et on finit 554e sur 604. Donc on met 50 binômes de valides, de mecs qui se sont préparés pour l'Aerox. Ouais. Et tu te dis, putain, Je suis capable. on l'a fait quoi. Et c'est pas, on en a laissé un derrière nous parce que il était malade. Oui. On a laissé 50 binômes. Donc dis-toi que le mec a des binômes derrière nous, a des avames. Ah tiens, il y a le tétra qui a fini devant nous. T'imagines? Ouais. Alors je dis pas, hein, c'est Guillaume qui est responsable pour beaucoup sur les résultats. Mais je veux dire, nous, tu vois, par exemple sur le rameur, là où moi je peux tirer, il y avait 1000 mètres à faire, j'ai dû faire peut-être 700 mètres et Guillaume 300. Oui. Par contre, à contrario, les burpees, je peux pas les faire. Donc là, c'était écrit que Guillaume allait faire tous les burpees. Mais moi, tu vois, rien que d'avoir un fauteuil manuel, parce que je suis toujours en fauteuil électrique, d'avoir un fauteuil manuel, déjà pour moi de le suivre, c'est un exercice. Oui. C'est compliqué. Oui, c'est clair. Alors Guillaume me poussait quand on faisait il y a 1 kilomètre de course. En fait, t'as 8 kilomètres de course à faire. T'as 8 fois 1 kilomètre autour de l'anneau. Et à chaque fois, c'est Guillaume qui me poussait, bien évidemment. Mais tout le reste, tout ce que j'ai pu faire, on l'a fait, quoi. Tu voulais ta place, enfin, la victoire, c'était pour tous les deux. Je voulais pas que ce soit un binôme handi valide à 95% fait par la valide et 5% par l'invalide. Ça rime à rien. Puis moi, en tant que sportif, je peux pas avoir cette gloire-là en disant j'ai fait un truc où non, je suis vraiment allé au bout et en fait ce qui a été génial sur le coup, c'est que il y a Cassandra qui était là et elle m'a vu, elle me dit mais c'est bon, on va le faire ensemble. Hein. Ouais. Je vais t'accompagner. Bah oui. Et là l'année prochaine là, ça y est, quand ça se préparait là. C'est la pression. On n'est pas là pour faire le score, tu vois. Oui. C'est juste pour montrer. Ensemble. Parce qu'il y en a pour eux, mais faire un Aerox, c'est un exploit. Donc quand t'es handicapé, oui. Puis là, enfin voilà, là c'était plus le message, on peut tout faire avec Guillaume, mais là, le message d'amour pour un couple, c'est génial quoi. Oui, c'est clair. Ouais. Puis toi, tu veux montrer, j'imagine le leitmotiv un peu de l'asso, c'est que c'est possible quoi, même si on a un handicap. En fait, il faut juste bien réfléchir sur la faisabilité du projet. Oui. Enfin, dis-toi, aller faire le Mont Blanc. Il y en a qui galèrent, donc nous, c'est une tentative. Hein. Tu sais, déjà, on n'est pas maître de la météo. Ça se trouve, quand on va y aller, ils vont nous dire niet, les gars, pas possible. Ou je peux très bien avoir un problème physique. Ou il peut arriver plein de choses, tu vois. Donc, on part dans l'optique de faire le Mont Blanc. Là, le mois prochain, là, on part faire le Mont Rose. Déjà, c'est la pyramide Vincent à 4215 mètres. Donc, on va déjà avoir un bon indice. Petit aperçu, ouais. Ouais. Et c'est donc les prochains défis, c'est Mont Rose, Mont Blanc. Et t'en as d'autres déjà en tête ou... Ouais. Après, c'est sur la Bretagne. Ok. Parce que forcément, mon histoire est venue aux oreilles de beaucoup de personnes, des skippers du Vendée Globe, des personnes touchées par le handicap aussi et qui sont dans le monde de la mer. Moi, je veux vraiment, en fait, si tu veux, aujourd'hui, tout ce que je suis en train de faire là, mon état de santé ne s'est pas amélioré. En haut du Mont Blanc, y a pas la fée clochette avec Yann, v'là tes jambes, v'là tes bras. Moi, je serais toujours le même tétraplégique au lendemain de tous ces événements-là. Simplement, je sais que si moi je le fais pas aujourd'hui, avec le réseau que j'ai, avec la force de frappe derrière, quand je vais être sur mon lit de mort, je vais me dire t'as loupé quelque chose. Hein. T'aurais pu tellement, tu sais, c'est un peu comme dans la liste de Schindler,
où il dit je vais pouvoir sauver tant de personnes, et puis il dit mais non, j'aurais pu faire. Moi, je veux pas avoir ce genre de regret-là. Là, déjà, tu vois, rien que pour l'Aerox, en fait, Culmine est né le jour où il y a une personne qui m'a contacté et qui me dit Yoann, ce que tu as fait, c'est mon rêve. Une personne qui est atteinte du syndrome de Little, et je lui ai dit mais en fait, Culmine, c'est ça, c'est pas faire kiffer Yoann Culianez, l'ancien pro, machin. Ouais. On va le faire kiffer, on va le mettre en haut de la montagne. C'est pas ça. Moi, ce que je fais aujourd'hui, et t'as commencé à le comprendre, je casse toutes les barrières, en fait. Ouais. En fait, il faut juste adapter, il faut réfléchir. J'ai le réseau pour aujourd'hui avoir cette force de frappe-là et de réaliser des projets peut-être dont personne n'aurait soupçonné l'existence, parce que un tétra qui fait le Mont Blanc, mais Oui. la logistique, elle est incroyable. Bah, déjà, de base, elle est... Oui. elle est pas facile, donc là, j'imagine t'as que... un staff, là, on part à 8 anciens pompiers de Paris, 2 forces commando, un staff médical, des guides. Non, c'est énorme. C'est énorme. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, le gros souci, c'est que ça a un coût pharaonique. Donc, tu pars sur au bas mot à 200 000 euros. Donc, t'as tout le monde qui te suit. Tout le monde te suit. Ah, c'est génial, machin. Et forcément, ça a un coût pharaonique et t'as tout le monde qui te suit parce que le projet, il est incroyable. Sauf qu'au niveau local, ben, ils veulent t'aider. Mais ils se disent, mais non, en fait, on va aller plus. Donc, ça va au niveau départemental. Ouais. Après, au niveau régional. Et des fois, c'est national. Donc là, en fait, on a tous les dossiers qui sont en cours, mais ça prend énormément de temps. Oui, les finances, bah, c'est toujours un peu le nerf de la guerre, quoi. Ça, puis c'est, là, on se déplace, on est presque 30, donc, payer les refuges, les voyages, tout comme ça. Où le montant ça monte vite, les sommes, quoi. Et après, t'as quand même des grosses structures qui jouent le jeu et, qui nous ont fait confiance dès le départ. Ils ont dit, vous inquiétez pas, nous, c'est le projet, il est incroyable, c'est vraiment notre ADN aussi, donc. Ok, oui, heureusement. Ouais. Ok. On a pu avancer. Mais là, tu vois, le mois prochain, on a déjà une belle somme à lever. On sait même pas encore comment on va pouvoir faire, quoi. Donc là, on fait des interventions maintenant. Alors moi, je suis pas quand je vais voir une personne, quand je lui propose, que je lui parle du projet, je viens pas quémander en fait. Je leur dis, moi, ce que je peux t'apporter aujourd'hui, je peux te faire une conférence pour parler de l'inclusion, pour parler de la résilience, pour parler de l'esprit d'équipe, tout ce qui pourrait être intéressant chez toi. Et c'est vrai que le message est porteur, de toute façon. Oui. Tu vois, même toi aujourd'hui, tu vas peut-être tirer des enseignements de tout ce que je t'ai dit aujourd'hui. Ça te servira alors que t'es pas une personne handicapée. Bah, ça sert à tout le monde. Je pense qu'on a tous besoin de l'entendre un jour ou l'autre. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que tu sois valide ou invalide, tout dépend en fait de la manière dont tu vas aborder le problème. Oui, clairement. Et que ce soit un gros ou un petit problème au quotidien, quoi. Exactement. Toi, t'espères d'une certaine façon que Culmine, ça va aussi permettre de comprendre que le handicap, c'est au quotidien, c'est pas juste, ça paraît pas si facile ou... Ben, en fait, si tu veux, ce que j'essaye en médiatisant Culmine et puis les projets, c'est vraiment de se dire que ça peut arriver à tout le monde. Ouais. Imaginons une personne haut placée, je vais pas te dire peut-être la plus haut placée en France, tu vois. Si lui, demain, il devient tétraplégique, eh ben, bon courage. Ouais. Rien n'est adapté. À rien. Ouais. Et puis au quotidien, en fait, c'est des choses au quotidien, enfin, j'imagine, partout où vous allez, c'est tout le temps bloqué par un truc. Enfin, c'est rare où c'est hyper bien aménagé, hyper bien pensé. Et par contre, tu vois, Lorient a ce côté incroyable en termes d'accessibilité, dans le sens où ils se veulent la ville numéro 1 en France au niveau du handicap. D'accord. Donc tous les trottoirs, il y a beaucoup de choses de penser. Tous les bus, aujourd'hui, je suis autonome avec le bus. Ouais. Tous les bus sont accessibles maintenant. Ok. Oui. C'est une chose. Enfin, ça paraît terrible de se dire que ça peut ne pas être le cas en fait. Ben oui. Et, regarde, j'habite à la mer et je peux pas aller à la mer. Ouais. Elle est accessible. Et ouais. C'est. Mais tant que ça évolue tout ça.
Ouais, donc tu vois quelqu'un, je sais pas si tu connais Michael Jeremias, qui a fait les Jeux paralympiques au début des années 2000, qui lui aujourd'hui, tu vois, il est commentateur aussi sur Roland-Garros. Euh, Lui, il se bat énormément parce il est souvent sur Paris pour faire avancer les choses. Et puis, ben, forcément, plus t'as un côté médiatique et plus on va t'écouter bizarrement, oui, tu vois. c'est une évidence, ouais. Donc nous aujourd'hui, bah, tu vois quelqu'un comme Philippe Croizon, par exemple, Théo Curin qui aujourd'hui prend slam. Ouais. On se doit, en fait, c'est un devoir. Le côté médiatique qu'on a eu avant, aujourd'hui, on est obligé de le mettre au profit. Mais oui. Autant utiliser cette sorte de la vie pour faire quelque chose de bien. Exactement. Et ça, en termes de résilience, là, je peux même pas te dire, mais une centaine de personnes, j'ai pu aider depuis bientôt 11 ans. Là, c'est hyper gratifiant, parce que tu te dis, tout ce que tu as fait, c'est pas un coup d'épée dans l'eau. Et pour revenir à ce que disait Robert Pires, regarde le nombre de personnes que tu as aidé, peut-être sauvées. Ouais. Il y a même des mamans en pleurs, des dames de 70 ans. Oh, mon fils, il est arrivé ci, ça, machin. Comment on peut faire pour le faire rentrer à Carpap? Quel dossier il faut faire? Quand j'ai eu mon accident, j'aurais tellement aimé rencontrer un mec comme moi. Ouais, ça t'aurait. Mais pour soulager mes parents, moi, j'ai vraiment tout écrit de mes mains, tu vois. Oui. Alors, bien sûr, et on en parlait tout à l'heure, j'ai écouté les conseils des aînés, tu vois, enfin, les aînés dans la pathologie, je parle. Parce qu'il y en a qui supportent pas, en fait. Ils veulent pas appartenir à ce monde du handicap. Ils sont dans le déni. C'est trop dur. Sauf que tant que t'acceptes pas qui tu es. Oui. Et puis ça changera rien, en fait, de pas accepter, quoi. Au contraire, si tu prends, encore une fois, le problème dans le bon sens. Ça peut t'aider. Exactement. Aujourd'hui, t'es comment? C'est-à-dire que tu peux encore évoluer? Ou tout ce que t'as réussi à avoir aujourd'hui, t'es un peu arrivé au bout, en tout cas des méthodes qu'on connaît actuellement qui pourraient t'aider? Il y a encore beaucoup de choses qui sont en train d'arriver, hein. Pour moi, il y a que la mort qui m'arrêtera. Ok. Ah, mais je bosse tous les jours, et puis de toute façon, je suis obligé d'avoir cet entretien-là, parce que toi, dis-toi que là, tu vas te lever, tu vas marcher à la voiture. Ce que tu vas faire là, moi, je le fais pas dans la journée, quoi, tu vois. Oui. Puis moi, ça fait compliqué. Déjà travailler. Exactement. Sans que je m'en rende ton compte, transit, tout ça, ta posture, moi, tout ça, tu vois, la posture que tu adoptes dans un fauteuil, bah, la plupart des tétraplégiques, tu vois, déjà, je me bats pour avoir mes doigts les plus droits possibles, parce que la plupart des tétras, c'est des mains comme ça. Ouais, comment on dit ça? Ça se raidit. Ouais, ça se raidit. Okay. Ouais. Et t'as les épaules qui rentrent, t'es comme ça. Donc moi, toi, tous les jours, quand je suis à table, et je le dis même à mes enfants, c'est pour vous, restez droit. Vous contorsionnez pas, là, mettez-vous bien droit. Bah, tu vois, là, depuis tout à l'heure, je suis en train de posturer mes doigts parce que j'en ai besoin. Mais ça, c'est de la rééducation invisible, en fait. Oui, tu fais, et puis en fait, c'est devenu aussi un mécanisme pour toi. Bah, ouais. Okay. Et il y en a même des fois qui oublient que je suis handicapé. Oui, bah en même temps, là, à table, on parle. Ben voilà, la plupart du temps, là, quand je fais un repas, les personnes, pour la première fois qui me voient, ah mais oui, Yoann, il est en fauteuil, par contre. Ouais. Oui, bah parce qu'on prend l'habitude, parce qu'en fait, ça se voit pas, là, si on discute comme ça. Ah bah là, si on fait une photo... Oui, c'est ça se voit pas. Ouais. Après, je pourrais très bien faire un transfert sur la chaise aussi, tu vois, donc... Ça, tu y arrives tout seul? C'est des choses que tu arrives à faire tout seul? Oui. Okay. Ouais, là, maintenant, ouais. Est-ce que la personne que t'étais avant, elle te manque parfois? Des fois, en fait, t'as besoin... Moi, le sport, c'était vraiment des fois ma porte de sortie pour aller me défouler, tu vois. Okay. Tu vois, quand on a marre, ne serait-ce que toute la paperasse administrative quand t'es une personne handicapée, ça te prend du temps, et t'essaies de faire comprendre les choses, et en fait, t'es impuissant. Et le livre et le film de Grand Corps Malade, Patient, c'est vraiment, t'apprends à être patient. Vraiment à te calmer, mais le nombre de fois là où si j'avais mes jambes, mais je partirais courir. Là, pour le coup, la personne d'avant, tu vois, quand t'as une grosse journée de travail, t'as envie de te vider l'esprit,
Allez hop, tu prends tes baskets et puis tu vas courir, quoi. Ouais. Et là, tu peux plus. Et là, tu peux plus, par contre. Et Donc t'arrives là, à trouver d'autres mécanismes qui te font du bien aussi pour remplacer le fait que tu puisses plus aller courir? moi, la grande chance que j'ai, c'est mes 4 enfants, en fait. Ma vie de famille, on est hyper famille, avec Cassandra. En plus, on a la chance d'avoir tous les âges, quoi. On a 3 ans, 5 ans, 13 ans et 16 ans. Donc franchement, c'est hyper intéressant. T'as la petite dernière là qui veut faire comme la grande de 5 ans. La grande de 5 ans, bah, elle a envie de jouer au foot comme son grand frère de 13 Ouais. ans. T'as Luna qui commence à devenir une petite femme et puis c'est vachement prenant et les journées en fait elles défilent à une vitesse. Donc moi aujourd'hui ma vie elle est parfaite. C'est ta soupape, tes enfants. Vraiment, vraiment. Et même je me dis quand le projet culmine, quand on aura fini le Mont Blanc, moi je veux pas être à chaque fois le protagoniste de l'aventure. Ouais. Moi je suis juste là aujourd'hui pour faire connaître Culmine. Si jamais il y a des moyens, bah surtout, première chose, c'est sortir les enfants et les faire kiffer, quoi. Ouais. Ça c'est, peut-être que si moi je le fais pas, ils auront jamais cette chance-là, tu vois. Donc là j'abats les barrières, j'ouvre les portes et puis derrière, je regarde. Ouais. Tu vois, je suis en train de semer toutes les graines là, puis après je vais voir mon champ. Tu donnes et tu recevras Exactement. sans Ouais. attendre quoi que ce soit. Ça c'est la pire des choses. C'est attendre quelque chose de ce que tu donnes, quoi. Et bizarrement, c'est sans le savoir, t'as des retours alors que tu t'y attendais pas du tout. Ouais. Donner sans attendre de recevoir, tu finis par recevoir au quintuple sans même l'avoir demandé, quoi. Incroyable. Ne serait-ce que, tu vois, la personne qu'on a inscrite pour l'Aerox. Tu vois une personne adulte pleurer, Yoann, t'as réalisé mon rêve et tout. Ouais. C'est génial parce que moi cette personne-là, je la connaissais pas il y a encore quelques années, tu vois. Et t'as réalisé mon rêve, quoi. C'est quoi la plus grande leçon que t'as apprise dans... Je pense que c'est un peu le mix de tout ce que je t'ai dit. C'est-à-dire que en fait, il y a rien d'insurmontable. Vraiment. Il y a des choses, forcément, je ferai jamais le 100 mètres aux Jeux Olympiques, ça c'est sûr. Oui. Faut être raisonnable. Mais le plaisir, moi, toi, quand j'étais petit, mon rêve, c'était d'être footballeur. C'est fait. C'était d'avoir une vie de famille, d'avoir des enfants, avoir un labrador, une maison comme tout le monde, tu vois. En principe, c'est ça. J'ai eu tout ça. Et en fait, je pensais vraiment avoir une vie aboutie à 35 ans. Ouais. Quand t'as réalisé tout, en fait. T'as eu tes heures de gloire, t'as été médiatisé, t'as bien gagné ta vie, t'as eu tes enfants en bonne santé, qui sont super beaux et tout. Et le jour, en fait, où tout s'arrête, tu te dis, wow, en fait, j'ai touché du doigt pendant 35 ans, tu vois. Ouais. Et le fait d'avoir une deuxième vie, voilà, qui n'était pas prévue au programme, tu te dis finalement que, ben voilà, peu importe ce qui t'arrive dans la vie, c'est surmontable. Et le terme résilience, ça donne tout son sens, quoi. Avec Culmine, c'est, voilà, rendre l'impossible accessible. L'Aerox, c'est déjà fait. Là, la montagne, enfin voilà, on ouvre toutes les portes. Et je pense que même mes proches, tu vois, ont pris la même dose que moi quand j'ai eu mon accident. Et aujourd'hui, ben, ils ont une vie superbe, quoi. Ouais, bah ça a dû Là, les ma sœur. aider dans la Ma sœur, par résilience exemple. aussi. Bah ouais. Oui, puis en plus, ça a apporté plein de choses à côté Ouais. de positives. Après, j'aurais pu être peut-être une personne, bon, après mon âme était assez pure quand même, mais j'aurais pu être une personne détestable, En colère. pourrie par le fric, et par exemple, aigrie ou tu sais pas. Bah rien. J'imagine qu'il y en a beaucoup. C'est pourquoi moi et pas les autres déjà.
Ouais, pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Mm. Ouais. C'est comme quand tu loupes ton permis, puis tu vois la mamie derrière qui est dans une voiture et puis qui conduit là, tu dis mais attends, mais même moi je conduis mieux quoi. Ouais, Tu te dis pourquoi c'est comme ça? Ben c'est comme ça. Ça t'est jamais arrivé d'avoir cette colère justement de te dire putain pourquoi moi alors que justement j'avais tout. J'avais la carrière, j'avais ma famille, j'avais... Non, et justement, je pense que c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Tu t'es pas laissé Non. cet espace-là Non. et cette faille possible en fait. Non, et d'ailleurs, ouais, d'ailleurs, quand on en parlait avec la psy, c'était ça. Est-ce qu'il y a la colère en vous? La colère, en fait, si tu veux, c'est ma kryptonite, en fait. Ouais, c'est ton essence, quoi. C'est pour ça que l'Aerox, je suis rentré, j'ai entendu une foule en liesse et tout. En plus, c'est des gros sons techno et tout. T'as le palpitant là. Et 15 ans en arrière, quoi. Quand tu rentres dans les grands stades où t'entends un bruit machin, où t'as la foule qui va te supporter. Et tu sais que le match, tu vas le gagner, tu vois, parce que t'es en face, t'es sûr de toi, t'es en pleine bourre. Et là, j'avais 11 ans, en fait, qui dormaient en moi. Ouais. T'imagines? T'as tout sorti. Là, pareil, t'as envie d'arracher les cordes, en fait. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est de la folie. Et j'avais des frissons quand je faisais les trucs. Je disais, putain, ça y est, je l'ai trouvé, en fait. Ouais, t'as trouvé ce qui t'animait. Si tu devais dire quelque chose à quelqu'un qui vient juste de devenir tétraplégique, tu lui dirais quoi? De croire qu'en lui, de faire le deuil de sa vie d'avant. Après, rien ne dit, hein. Il y a des personnes qui ont une partie de leur vie tétraplégique et qui redeviennent normales. D'accord. Vraiment. On appelle ça des tétraplégies incomplètes et puis où tu as une possibilité de récupérer. Et vraiment faire ce qui a fait ma force, ce que je te disais, c'est de ne croire qu'en soi, de ne surtout pas écouter les autres. Okay. Moi, j'étais le seul à savoir dès le départ quand j'ai parlé à mes parents, quand je leur ai dit vous inquiétez pas, je le savais, j'avais la petite lumière en moi qui me disait alors après c'est peut-être de l'inconscience, mais quand j'ai vu que cet état d'esprit-là me permettait de récupérer, oui. Je me suis dit ouais, en fait, je suis dans le vrai. Puis c'est aussi parce que t'as pas laissé la possibilité d'échouer. C'est ça. Que en fait t'avais réussi à faire de toute façon. Il y avait pas de doute. Ouais. Et tu dirais quoi à des proches s'il y a une personne qui vient de devenir tétraplégique auprès d'eux? Que la vie, finalement, on peut la croire horrible par rapport à ça, mais que moi, mon seul message, ce serait moi aujourd'hui, mon plongeon, je le refais demain, quoi. Ouais. Tous les jours. Vraiment, un plongeon un accident, un point important, en fait, qui donne un sens à ta vie, en fait. Okay. Ouais. Après, on pourrait dire, ouais, de toute façon, il dit ça parce qu'il a pas le choix, machin, il préférerait être fouteux, courir. Le plaisir, c'est pas forcément avoir la vie parfaite, la maison bien rangée, le truc, les machins. Ouais, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, parce que en fait, tu rêvais d'avoir, tu l'as eu, mais là, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin, qui parle au plus profond de toi-même, quoi. C'est pas un peu cocher les cases qu'on pourrait... Bien évidemment. Et regarde, il y a des personnes hyper fortunées qui ont comme rêve d'être parents et qui ne le seront jamais. Ouais. Moi, je connais des personnes, quand j'ai eu... quand j'attendais Esteban, la personne était en train d'acheter des appartements. Et j'ai dit, putain, j'espère qu'un jour que j'aurai ma vie. Elle me dit, j'espère qu'un jour j'aurai ta vie. Ouais. Parce que moi, tout ce que j'achète là, c'est rien, ça n'a aucune valeur. Ouais. Mon rêve, c'est ce que toi t'es en train de vivre, c'est suivre la grossesse de ta femme. Ça, je l'aurai jamais. C'est triste, mais en fait, tu prends des claques au quotidien dans la vie. Mais tout ça, il faut pas l'oublier. Il faut vraiment que ça, ce soit un livre dans ta bibliothèque, en fait. Ok. Et comment les proches, ils peuvent accompagner au mieux dans ce moment-là? C'est quoi? Soutenir si la personne en face, elle dit je vais réussir, c'est lui dire oui, tu vas réussir? Oui, c'est vraiment l'encourager, mais surtout ne pas faire les choses à la place de l'autre. Ouais, comment trouver le bon équilibre entre je veux t'aider pour te faciliter la vie et en même temps, j'ai pas envie non plus que tu te sentes handicapé? Ouais, différent, ouais.
Comment trouver le juste milieu? Est-ce que c'est pas facile? Ouais, mais tu vois, regarde, moi j'ai eu un aide-soignant à Charleville. Au début, je pouvais pas me servir de mes mains. J'avais, je sais pas, je regardais un truc à la télé, je dis, ouais, tu peux me mettre la 6. Il me balance la télécommande là sur le truc. Il dit, vas-y, change de chaîne. Ouais. Merci. Pas cool. Après, tu trouves, hein? Ouais. Comment Jules, il joue à la console? Oui. Est-ce que quand tu achètes ta console, c'est marqué, tu dois mettre tes mains comme ça pour t'en servir? Oui, non, t'apprends. Est-ce que quand on te dit, tu vas manger, est-ce que tu manges avec tes pieds? Tu t'adaptes, en fait. Donc le message, c'est quoi? C'est laisser la personne au maximum tant qu'elle le demande pas? Ouais, bah après, si vraiment la personne peut plus bouger, bien évidemment, ça. Oui. Accompagner, non mais l'accompagner en trouvant vraiment un nouveau leitmotiv, quoi. Et est-ce que c'est du coup beaucoup communiquer pour savoir justement sa limite à lui entre tu m'aides et là tu... Bah déjà ne pas mettre de tabou. Ouais. Et autant des deux côtés. Ah mais bien autant évidemment. Du côté de la personne qui a Tout un à fait. handicap que de celle qui l'a pas. Ouais. Oui. C'est hyper important, mais vraiment. Enfin, moi j'aime justement montrer que je suis encore quelqu'un de normal. Mon âme, mon état d'esprit, c'est. Oui, t'as rien de différent. J'ai rien de différent par rapport à avant. C'est juste que, voilà, j'ai plus les mêmes facultés. Donc, pour prendre une tasse, je suis obligé de mettre l'anse de ce côté-là parce que je peux saisir comme ça. Que là, je vais devoir mettre mon pouce, donc c'est plus compliqué. Tu t'adaptes, en fait. Ouais. Toi, tu pourrais prendre la tasse n'importe comment, tu peux la prendre comme ça, tu vois. Moi, je suis obligé. Oui. Je m'adapte. Mais chacun va trouver sa manière de se reconstruire. Ok. Mais vraiment, de croire qu'en soi. Avant toute chose. Là, ils font d'énormes progrès au niveau technologique sur les avancées de la moelle épinière. Mais après, peut-être qu'il n'y aura plus jamais de tétraplégique, ni de para, ni de blessé médulaire un jour. Pourquoi pas? Ils sont en train de trouver sur les cancers, en train de trouver beaucoup de choses. Donc, mais bon, avant de se raccrocher à ça. Ouais, faut se raccrocher à soi. Un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. Voilà. Pour l'instant, la vie, elle est comme ça. Tu galères. C'est le mot de la fin? C'est le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire avec nous. Je t'en prie. Merci d'avoir partagé ce moment fort avec nous. Si tu penses que cette histoire peut aider quelqu'un autour de toi, envoie-lui cet épisode. C'est peut-être le message d'espoir dont cette personne a besoin aujourd'hui. Et pour soutenir le podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles ou un avis sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire et d'ici là, n'oublie pas, après une nuit sombre, le soleil finit toujours par se lever.